Bonsoir à tous, c'est Tambour Battant consacré au roman noir, le roman noir et ses frontières. Avec Patrick Tudoret, nous recevons Maud Tabachnik, bonsoir. Agnès Michaud, bonsoir. Christophe Ferré bonsoir. et Enguerrand Guépi. Bonsoir. Alors voilà, je voudrais commencer avec vous, Maud Tabachnik. Vous êtes l'auteur d'une quarantaine de romans qu'on dit polar. On reviendra sur cette caractéristique et de ce qu'on dit avec le mot polar et ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que c'est qu'un polar et qu'est-ce que c'est qu'un roman noir? En tout cas, on va parler du dernier qui s'appelle Jeu de dupes. Et alors, votre éditeur a mis « Lorsqu'on plonge dans un tabachnik, mieux vaut avoir le cœur bien accroché ». Alors là, c'est une bonne manière de nous accrocher. En tout cas, quand on regarde vos livres, il y a eu Le Festin de l'araignée, il y a eu, bien sûr, Jour de glace, il y a eu 12 heures pour mourir. Et 12 heures pour mourir, c'était déjà branché sur l'actualité, hein, une actualité liée à l'islamisme. Et ils sont tous plus ou moins branchés sur l'actualité. Oui, et pourtant, on peut se poser la question de savoir si le polar peut effectivement s'accrocher comme ça, au fond, à l'actualité. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que vous êtes l'un des meilleurs auteurs des thrillers français. En tout cas, c'est ce que dit tout le monde. Et le journal Le Monde, qui l'a dit une fois. On dit même que vous êtes le Harlan Coben au féminin. Je suis meilleur. Ah, bah ça, il a plus de cheveux. Bien, alors on va commencer avec ce livre, Maud Tabachnik. Je vais juste faire une petite synthèse du sujet. On peut dire que Abbott est un homme transparent, méprisé par sa femme et sa fille. Et j'imagine que vous avez eu du mal à vivre avec cet Abbott, qui n'est pas très intéressant, qui est un type un peu flou, un peu lâche. Tout ce qu'on aime, c'est ça, voilà. Mais attendez, il est réconforté par l'écriture. Et ça, c'est très important parce qu'il arrive à se dynamiser avec l'écriture. Il a un regard narquois sur la réalité. Et je dois dire que il part à un rendez-vous avec son éditeur. Et ne voilà-t-il pas que dans le taxi qui le mène chez l'éditeur, il oublie son manuscrit. Alors, je sais que ça vous est arrivé, cette histoire, mais que vous n'avez pas publié le manuscrit perdu. Non, non, je n'ai pas publié. Non, c'est-à-dire, ça m'est arrivé d'oublier un livre dans un taxi, en allant déjeuner chez une amie. Et en fin de compte, je ne l'avais pas perdu, mais en arrivant chez elle, comme le chauffeur de taxi m'avait fort agacé, comme ça peut arriver, j'avais pris ma serviette et j'avais collé chez cette amie dans un coin. Et tout d'un coup, je me dis, j'ai plus ma serviette. Et l'angoisse... Là, je me suis rendu compte ce que c'est. Pour un auteur qui a terminé son livre, 1 an, quelquefois plus, qui est prêt à le donner à son éditeur qui l'attend, parce que je peux vous dire qu'on ne peut pas refaire un livre. Je ne sais pas si mes confrères et consoeurs sont d'accord. On ne peut pas réécrire. C'est sûr, c'est sûr. On a tellement peur, en plus, quand on perd quelque chose déjà dans l'informatique, voilà. Et qu'un paragraphe s'en va, ou un chapitre s'en va. Les chapitres, ça m'arrive. On l'a pas enregistré. On est pétrifié, on est sidéré. Bon, je l'ai retrouvé, mais ça m'a travaillé, cette histoire. Et j'ai voulu en parler. Alors justement, toujours est-il que lui, il ne va pas retrouver son livre facilement, mais c'est quelqu'un d'autre qui va retrouver ce livre, un type qui s'appelle Jean Rueloff, et qui va le publier tout simplement en disant que c'est lui l'auteur. Et donc, il va y avoir évidemment débat avec l'usurpateur. Ils vont partir tous les deux, je passe sur les détails, mais ils vont partir tous les deux aux États-Unis, à Los Angeles, pour rejoindre Hollywood, parce que là, un tel succès, le livre, ce qui montre qu'il n'est pas si flou et si moche que je le disais. On peut être un bon auteur et être quand même quelqu'un de moyen. Hein. Oui, c'est un bon auteur, mais c'est pas un personnage très intéressant. Souvent. Bon, alors toujours est-il qu'à Los Angeles, les deux vont participer de façon contradictoire, conflictuelle, en se battant évidemment, à la scénarisation du livre. Et le livre va faire l'objet d'un film, enfin bon... on ne va pas tout raconter dans le détail. Moi, la première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que ça n'a pas été dur pour vous de vivre avec ces personnages
qui n'ont pas beaucoup d'épaisseur humaine. Ils se détestent, mais ils n'ont aucune épaisseur humaine. Vous n'imaginez pas, monsieur Spire, comme ça a été difficile, au point que quand je les retrouvais le matin sur mon ordinateur, je me dis, il faut que je les change, il faut que je leur donne quand même quelques qualités humaines qui me plairaient, un peu de courage, un petit peu de... C'est la première fois avec ces personnages-là que j'ai cette sensation. Souvent, comme mes confrères, j'imagine, on aime bien retrouver nos personnages le lendemain. On aime bien, on passe notre vie avec eux. Hein. On passe notre vie avec eux. Alors, ces deux-là, pas du tout. Pas du tout. Ces deux-là... Parce qu'ils sont très éloignés de mes valeurs. J'aime le courage, j'aime le travail, j'aime l'intelligence, j'aime la liberté d'esprit. Tout ce qu'ils n'avaient pas. Alors, on peut dire que dans le fond, le paysage, c'est le monde de l'édition, c'est le monde du cinéma, le monde du cinéma aussi, et le monde des écrivains. Ce qui est saisissant, je dirais que c'est votre manière d'avoir en quelques phrases, quelquefois des dialogues extrêmement brefs et en même temps très vifs. Et je trouve que c'est ça qui donne beaucoup de plaisir à la lecture. C'est-à-dire qu'on est accroché par le fait que ces dialogues coulent très facilement. Et donc, on a très très envie de savoir quelle est la réponse de chaque individu à la phrase que vous lancez. En même temps, vos personnages, on a dit qu'ils étaient fallot, mais en même temps, ils ont peur de tuer. Par exemple, Abbott, on pourrait penser... Abbott, d'ailleurs, pense à tuer, bien sûr, celui qui lui a pris son bouquin. Mais finalement... ça me semblait naturel. Oui, mais finalement, il a peur d'aller jusqu'au bout. Eh oui, comme beaucoup. Oui. Comme beaucoup. S'il n'y avait pas la police... S'il n'y avait pas les lois, effectivement. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que il va s'adresser à un tueur, et puis ensuite, quand il est avec ce tueur à Hollywood, il a peur, il veut pas aller plus loin. En fait, c'est un type qui est d'abord saisi par la peur. Et j'ai l'impression que tous vos personnages, les deux personnages principaux, c'est-à-dire Abbott et puis Ruelof, sont tous les deux saisis par la peur. Abbott n'a pas accompli sa vie. Il a été méprisé toute sa vie par sa famille, par sa fille, par ses collègues. C'est vraiment le genre de bonhomme que l'on trouve très souvent, qui sont l'ombre, qui sont une ombre. C'est pas des êtres entiers. Ruelof, ça serait plutôt le marchand de voitures d'occasion, vous voyez. C'est un marchand de commerce, un représentant de commerce. Pire, tu sais, moi, le gars qui vous vend n'importe quoi. Et voilà, malhonnête. Je vais encore perdre les marchands de voitures d'occasion. Vous voyez, qui est que dans le bagou, sans conscience d'honnêteté ni rien du tout, mais qui a le talent aussi de savoir ce qu'il faut faire. Rien ne lui fait peur parce que comme s'approprier ce livre, le faire publier sous son nom, et puis se présenter comme comme l'auteur, alors que c'est un homme assez basique. Oui, qui est incapable d'ailleurs après d'écrire le scénario. De participer au scénario. Il a besoin d'Abbott pour écrire le scénario. Voilà. C'est là où les choses se renversent. Oui, les choses se renversent, c'est une petite justice, mais enfin bon... Mais il pense tout le temps à l'argent en même temps, parce qu'il a gardé son argent de ce côté, il ne veut pas payer Abbott. Oui, c'est vraiment un type... Pas très sympa. J'aimerais pas passer une soirée avec lui. C'est un peu le bal des médiocres, effectivement. Et donc, c'est le bal des médiocres. C'est un peu la conjuration des imbéciles, vous savez. Oui. Donc, ce sont des chats hépatiques qui se prennent pour des tigres, en gros. Quoi, et donc, il y a un personnage quand même qui les rachète et qui s'appelle Mireille. J'aimerais bien qu'on dise un petit mot de Mireille. Qui est-elle, Mireille? Mais Mireille, c'est une pauvre jeune femme qui a, comme beaucoup d'entre elles, qui va à Hollywood pour trouver sa place au cinéma. Et bien sûr... elle ne la trouve pas, et elle est obligée de passer, le problème pour gagner sa vie, quand on est jeune et jolie, dans ce MeToo, quoi. MeToo. Mais... c'est pas du tout MeToo, c'est pas du tout ça. Mais pas du tout. Excusez-moi, c'est complètement à côté de la plaque. Parce qu'en fait, Mireille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle drague successivement les mecs. Elle pense que d'abord Abbott, d'abord Ruelof. Non, mais MeToo, ce que je veux dire que MeToo, c'est que les femmes qui ne réussissaient pas et qui étaient naïves, elles étaient obligées de passer sous ce régime. Absolument. Ah oui, d'accord. C'est l'inverse de MeToo. Oui. Et elle devient escort girl. Il ne comprend pas ce que je dis. Les personnes qui réussissaient. Ça, c'est Hollywood. Absolument. C'est là, non. C'est le boulot obligé de ces pauvres jeunes femmes. Et là, elle espère quand même qu'avec ces deux Français qui arrivent, il y en a bien un qui va la ramener. Et voilà.
Et en fait, ils sont en compétition, y compris vis-à-vis de Mireille. Voilà. Et finalement, Abbott réussit pas mal avec cette femme. Alors il se conduit mieux que l'autre, bien sûr. Bah oui, parce qu'il est plus... Et il est plus courtois, il est plus gentleman. Je vous dis, l'autre, c'est vraiment... Il est plus maladroit, mais du coup, plus humain et plus... Oui, maladroit, ça fait partie de son charme, peut-être. S'il en a, S'il en a, je n'en ai pas. Est-ce que vous vous rendez compte que ce qui attire le lecteur, parce que je me suis posé la question de savoir comment un tel roman saisissait le lecteur. Ce qui attire le lecteur, c'est à la fois votre capacité à écrire de façon synthétique et de façon frappante. C'est-à-dire avec des phrases extrêmement courtes et qui sont échangées. Et je trouve que c'est ça qui vraiment fait la spécificité de ce livre sur le plan littéraire. C'est cet échange de phrases et ce style qui est un style, je dirais presque cruel, frappant, dur. Qui correspond peut-être à ce qu'on a envie de faire, non, à ce qu'on a envie de faire à vos héros. On a envie de dépasser. Mais c'est ça en fin de compte l'écriture du noir. Ça c'est un noir qui ressemble pas à mes autres bouquins, qui sont on va y venir beaucoup plus violents, beaucoup plus violents. Oui, parce que là, vous aviez comme héros Sam Goodman, qui était donc un gentleman, lui. Un gentleman policier, puis Sandra Kahn, qui était une journaliste de San Francisco. Et qui l'accompagnait. Voilà. Et ça, on les retrouve dans beaucoup de vos livres. Oui. Et là, ils ne sont pas du tout là. Donc, sur la quarantaine, on les retrouve dans 5 ou 6 ou 7. Mais c'est un roman à part, c'est vrai. Je ne sais pas. Alors, de vous à moi, je me suis dit, mon lectorat ne va pas se reconnaître. Eh bien, si. Alors qu'il est différent des autres. Il est pas plus tordu, mais c'est difficile d'être plus tordu que les autres, mais il est tordu quand même. C'est davantage un affrontement psychologique, là où dans les autres, il y avait des tueurs en série, il y avait du sang. C'est un affrontement de 2 hommes. C'est un affrontement de 2 hommes. Et qui va gagner? Alors justement, c'est ça tout le truc. Ça se retourne sans arrêt. Et donc, qu'est-ce qui a présidé à ce choix? Donc, c'est l'envie, à un moment, de changer de perspective sur les êtres et le Non, j'ai dû me rappeler, je pense, que je me suis rappelé de ce que j'ai ressenti quand, en réalité, des années avant, j'avais cru perdre ce livre. Et je me suis dit, il faut que je raconte ça, parce que je suis sûre que tous mes confrères et consoeurs peuvent se retrouver dans cette angoisse. On a toujours... Bon, en plus... j'ai eu ça, moi. Vous avez eu ça? Ouais, j'ai perdu 150 pages sur mon ordinateur. Voilà. Et j'ai vous avez vu dans quel état on est? Ouais. C'est pourtant pas sa vie. Sidéré. On est sidéré. On a du mal à se remettre. C'est curieux. Alors l'histoire la plus... Moi qui n'ai jamais perdu que 2 ou 3 pages, je peux vous dire que ça m'a angoissé. Mais l'histoire la plus fabuleuse, c'est juste 5 secondes. Oui, c'est vraiment une histoire, c'est presque pour les écrivains, ce livre. Mais 5 secondes, mais c'est Thomas Lawrence, donc Laurence d'Arabie, qui a perdu le manuscrit de 800 pages des 7 piliers de la sagesse. Non. Et qui l'a réécrit entièrement. Donc ça, c'est rarissime, hein, ça n'a pas dû arriver très souvent. C'est sûr qu'il l'a réécrit. Ah oui. Mais c'est donc forcément un autre livre. Parce qu'effectivement, c'est impossible. Forcément. Oui, c'est impossible de tout reconstituer, évidemment. Mais bon, à moins d'avoir une mémoire maladive. Mais c'est ça qui vous a guidé, c'est le vol de manuscrits. Oui, c'est ça qui... Parce que je me suis souvenu, je sais... Bon, il y a dû y avoir une autre anecdote, au moment où je l'ai écrit, je me souviens plus ce qui m'a remise dans le contexte. Mais, si, je sais. Si je sais en vous en parlant, j'ai perdu sur mon ordinateur, sans que je comprenne pourquoi, toute une partie, comme vous, du livre que j'étais en train d'écrire. Donc, affolé, j'appelle mon réparateur de machin. Et ben, il me dit, si vous n'avez pas fait une fausse manœuvre, on ne peut pas le retrouver. Il ne s'est même pas dérangé. Je l'ai voué aux gémonies. Et l'ordinateur aussi. Et c'est ça, vous voyez, qui m'a remise dans cette angoisse. C'est une vraie angoisse d'écrivain, quand même. Pardon? C'est l'usurpation, c'est une vraie angoisse d'écrivain. Et l'usurpation, en plus. Bon, chez une angoisse de tout le monde. On est compte, en plus, que vous voyez que votre livre que vous avez perdu devient un best-seller. Voilà. Et que c'est double peine. Il faut bien dire que, comme l'a dit Antoine, donc, ce livre devient un best-seller et il reçoit le prix Liancourt. Voilà, Liancourt. Hein, ça fait penser le prix Liancourt. J'ai pensé à rien. Voilà. Et ensuite, il est adapté donc au cinéma, Hollywood. Bon, alors voilà, ce livre s'appelle Jeu de dupes, et donc il est dû à Maud Tabachnik, et il est chez l'éditeur E-City. Alors, Patrick. Alors, Christophe Ferré, donc vous êtes romancier, dramaturge. Vous avez publié plusieurs romans remarqués, comme Le Très beau La Chambre d'amour chez Arléa,
La 7e nuit, Au Seuil, Paradis turquoise, que j'ai particulièrement aimé. J'en ai aimé la drôlerie, le mordant, chez Flammarion. On peut aussi citer La photographe aux éditions du Moteur, qui vous a valu le prix de la nouvelle de l'Académie française. Et puis, depuis plusieurs années, La prophétie, vous le donnez dans le genre du thriller, avec bonheur. La prophétie de Chartres, paru chez Salvator. Et puis, il y a eu ensuite Mortelle tentation, Soleil de sang, publié à l'Archipel. Et puis, donc, la petite fille du phare, qui vient d'être publié ici en poche, chez Monpoche. Et il y a donc, dans La petite fille du phare, il y a un thriller, vraiment dans le genre, pleinement dans le genre, très habilement tissé, je dirais même vrillé, tellement on est embarqué dans cette histoire, est terrible. Alors, il est difficile de parler thriller, de polar sans spoiler, sans divulgacher, comme diraient nos amis québécois. Bien sûr, il ne faut pas raconter Alors la voilà, fin. on ne peut pas, évidemment, raconter certaines choses, mais je dirais que d'emblée, le paysage, la géographie, je sais que c'est important pour vous, sont des personnages essentiels du livre. Et j'y suis d'autant plus sensible que je suis, comme vous, des Côtes-d'Armor. Et évidemment, Ploumana, Trébordin, Perros-Guirec, tout ça, je connais très très bien, Trégastel. Et donc, tout commence avec ce paysage qui est âpre et beau et qui va être un écrin très dur. Et avec ce côté lancinant que vous aimez bien donner par votre style. Donc, le paysage est vraiment le premier personnage, en quelque sorte. Oui, et le titre a été choisi à dessein. C'est La petite fille du phare. Alors, voilà. Et le phare, c'est quel phare, voilà. celui de Ploumana, Voilà. connu, je ne dirais pas dans le monde entier, mais en tout cas connu dans toute la France, ce phare sur ces blocs de granit rose qui dominent la côte éponyme, ces rochers absolument fabuleux, ces tempêtes, ces mouettes, ces îles. Le château de Costa Aires. Le château de Costa Aires, le port de Ploumana, ce sont des lieux extrêmement connus dans toute la Bretagne. Et très littéraire, parce que le château de Costa Aires, Sienkiewicz y a écrit Quo Vadis, par exemple, Léo Ferré y a habité. Enfin, absolument, voilà. absolument. Et c'est l'histoire d'une famille qui habite dans une grande villa qui donne sur le chemin des douaniers de Ploumana. Ils ont la mer comme spectacle, dans un des plus beaux paysages du monde, comme dirait le peintre Maurice Denis. Et malheureusement, une nuit, il y a un enfant qui disparaît de la maison. Voilà. On ne sait pas pourquoi. Ça semble... Un nourrisson, vraiment, un tout petit bébé. Hein. Tout petit bébé. C'est une petite fille. C'est une petite fille, d'où le titre. Et personne ne comprend rien à cette histoire, parce que c'est une région où il n'y a pas beaucoup de délinquance. Et le regard se porte d'abord, comme dans beaucoup d'affaires, sur la mer. Sur la mère, le père et le frère qui a été dans la maison. Parce qu'il faut dire que personne n'a pu entrer dans l'appartement. Donc très vite, ceux qui sont du côté de la justice ou des flics sont amenés forcément à penser que c'est des gens de l'intérieur qui sont à l'origine de la disparition du bébé. Voilà. La mère a une attitude extrêmement étrange. Elle est assez ambivalente, c'est une poète, une peintre, mais en même temps, la police estime qu'elle s'occupe très mal de ses enfants. Parce qu'il y a un petit Arthur, on n'a pas dit, qui a 10 ans, et qui est le frère de cette petite fille qui a disparu. Il est un peu plus âgé, mais il ne se souvient de rien. Il était à côté de la petite fille quand elle a disparu. Il dormait. Voilà. Enfin, dit-il. Voilà, on ne va pas spolier le livre. Donc, vous avez pris du jus de pomme. Il y a un certain nombre d'éléments qui font peser le soupçon sur la famille, et notamment sur la mère. Et ce qui est très réussi, je vais vous dire, c'est qu'il y a tout le temps des renversements. C'est-à-dire qu'à chaque moment du livre, on se dit « Ah bah ça y est, j'ai trouvé !» Et on a l'impression qu'on est sur la bonne piste. Et en fait, il y a quand même une hypothèse qui continue pendant tout le livre et qui va être finalement, évidemment, délégitimée, qui est l'hypothèse de la mère comme auteur de l'enlèvement. Et en fait, non, progressivement... Faut pas spoiler. Non, mais on ne spoile pas en disant que finalement, ce ne sera pas elle. Bon. Mais c'est le fil rouge. Elle est tout le temps quand même, ce ne sera pas elle, mais c'est tout le temps elle qui est remise sur le devant sans de la scène. arrêt, tout le monde est coupable et tout le monde est innocent. Voilà. On se dit, ça y est, on a trouvé le coupable. Il y a quelqu'un qui est arrêté. C'est lui, l'affaire est terminée, et puis 3 pages plus loin, nouveau coup de théâtre, on s'aperçoit que c'est pas lui ou c'est pas elle. En plus, oui. Donc il y a sans arrêt de revirements.
c'est un peu un huis clos. C'est sur la presqu'île de Plomana. C'est quasiment une île. C'est l'île d'un célèbre roman d'Agatha Christie. Il y a une dizaine de villageois qui sont possiblement les ravisseurs. Il y a un Anglais, le voisin. Voilà, enfin... de cet enfant qu'on ne retrouve pas, en tout cas pas au début. Et on se dit où l'enfant a été enlevé et parti à l'autre bout du monde, ou il est juste à côté, quelque part. Est-il encore en vie? Est-il encore en vie? Voilà, toutes les hypothèses sont... Même le juge, Ornano, il y a des attitudes étranges. Donc tout le monde, personne ne sort indemne de ce livre, voilà, en fait. Tout le monde... Moi, j'aime beaucoup Agatha Christie, et chez Agatha Christie, c'est ça. Tout le monde est un suspect potentiel, quoi. Tout le monde est possiblement coupable. Voilà. Alors d'autant plus que, disons qu'il y a des relations adultérines chez chacun des protagonistes du couple. Et donc, ce qui est compliqué, c'est qu'on peut chaque fois se poser une question vis-à-vis de celui avec lequel soit la mère trompe son mari, soit le mari trompe sa femme. Oui. Alors, dans ce genre d'histoire, dans les faits divers, parce que je me suis inspiré d'un célèbre fait divers qui s'appelle l'affaire Madi. Ah oui, Madi, mais il y avait Lindbergh aussi, enfin on pourra en dire. Oui, alors il y a eu l'affaire Lindbergh. L'affaire Madi, c'est une petite fille qui disparaît au Portugal, et les parents sont accusés. Bon, aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Mais les parents ont été innocentés finalement dans cette affaire. Alors, ils ont été innocentés, mais peut-être qu'une prochaine enquête les soupçonnera à nouveau, on n'en sait rien. Ah, bah c'est vous qui tenez le... Non, mais je me suis beaucoup intéressé à cette histoire. Il y a eu aussi beaucoup de rebondissements. Donc, un fait divers révèle toujours des affaires de famille. Ouais. Mais ça, c'est pas uniquement dans mes livres. C'est les faits divers en général. L'affaire Jubilard, l'affaire... il y en a plein, celle qui s'est passée, oui. On va pas les citer toutes, mais... C'est 90% des crimes. L'affaire Grégory, c'est une affaire de famille. Voilà, donc moi je m'inspire beaucoup de faits divers et d'affaires de famille pour écrire mes livres, et la police se dit, c'est peut-être quelqu'un de la famille, ou c'est peut-être un proche, un voisin, un oncle, un villageois... c'est pas forcément quelqu'un qui arrive de l'autre bout du monde dans un avion pour enlever une petite fille près d'un phare. Alors ce qui est très Agatha Christie, c'est qu'en fait, on a parlé du juge, mais on dit juste un mot du gendarme, c'est qu'il y a un gendarme aussi qui est plutôt sympathique avec la mère, et qu'on a l'impression que tous, le gendarme comme le juge, au fond, sont des suspects aussi potentiels. Ouais. Tout le monde. D'une certaine façon, ils sont investis dans l'affaire. Ils sont investis dans l'affaire à tel point qu'on peut se poser la question de savoir s'ils ne sont pas coupables. Voilà, il y a 10 suspects à peu près, comme dans un célèbre roman. Hein, voilà. Évidemment, il y a 10 suspects. Et on tourne autour en se demandant à chaque fois, est-ce lui, n'est-ce pas lui Voilà, donc moi j'aime bien balader mes lecteurs. Il y a des fausses pistes, il y a des impasses, il y a des coups de théâtre, il y a de vrais coups de théâtre, il y a de faux coups de théâtre. Une chose qu'on peut dire, parce que c'est vraiment au tout début du livre, c'est que finalement, la petite fille va revenir. Enfin, on croit que la petite fille va revenir. Et il y a un bébé qui revient. Elle revient. Elle revient. Et alors là, ce qui est assez intéressant, c'est que le frère va jouer un rôle absolument décisif. Parce que c'est le frère qui va dire que c'est peut-être pas la petite fille. Voilà. Alors on va pas. C'est vraiment l'air tordu comme film. Non, c'est pas tordu, c'est un roman noir. C'est vraiment un roman noir. Il est plein de qualités parce que pour faire tous ces romans, on va pas tout raconter, mais effectivement, c'est un roman très noir. Et je connais ce village qui est un village absolument magnifique. Mais un roman de couleur, hein, comme dans tous les villages, il y a des tas d'histoires qui traînent depuis des années. Il y a des tas de haine dans tous les villages. Il y a un point très intéressant, me semble-t-il, qu'on n'a pas évoqué encore, c'est la question de la journaliste. C'est-à-dire que la journaliste qui va jouer un rôle très important, et en fait, vous nous montrez comment une enquête policière, en fait, elle est sous l'influence, bien évidemment, des services de la justice, mais aussi de la journaliste, parce que la journaliste fait des hypothèses, elle veut avoir des scoops, et donc elle-même, elle voit chacun des protagonistes, et au fond, il y a une réalité qui s'élabore à son initiative, qui a une très grande importance. Oui, alors il y a des, comme dans toutes les enquêtes, il y a des fuites.
il y a des violations du secret de l'instruction. Il y a beaucoup de journalistes qui savent des choses que normalement ils ne devraient pas savoir. D'ailleurs, souvent, les procureurs accusent les journalistes d'avoir acheté certains policiers qui donnent des informations qu'ils ne devraient pas donner. Donc la journaliste sait des choses que d'autres ne savent pas. Alors on se demande si la journaliste n'est pas aussi plus ou moins dans le coup. Oui, et elle devient la confidente de Morgane en plus. Elle devient la confidente de la mère de famille. Et il y a un véritable mystère dans un lieu quasiment clos, entouré par la mer, entouré par la mer MER, entouré par les vagues. Il y a des choses que vous ne dites pas dans le livre et qui, à mon avis, sont au cœur des questions que se pose le lecteur, en tout cas que moi je me suis posé comme lecteur, c'est mais au fond, comment est-ce que la journaliste en sait autant ? Comment est-ce qu'elle a pu se renseigner? Comment est-ce qu'elle a pu, à ce point, intervenir finalement presque de façon active dans l'enquête? Eh bien, c'est une journaliste rompue à ce genre d'affaires. Il y en a un certain nombre qui écrivent des livres, d'ailleurs, au sujet de tel ou tel fait divers, et qui savent des choses que beaucoup de gens ne savent pas, et qui ne révèlent pas comment elles savent tel ou tel détail. Il y a des mystères. Ouais, moi, j'en connais. Hein. Alors là, c'est un personnage imaginaire, mais moi, je connais des journalistes qui, pour certains, sont remarquables, et qui savent des choses que parfois même la police ne sait pas. Ils ont une approche humaine. Je pense à Patricia Tourangeau, par exemple, qui fait beaucoup oui, ça. Voilà, je la connais, je l'apprécie beaucoup. Et, qui est différente de celle des autorités. Voilà, et puis certaines ont une vision personnelle et mènent une enquête en dehors des sentiers battus. En dehors des procédures, parce que vous savez que dans toutes les enquêtes de police, il y a des procédures. Parfois, d'ailleurs, les écrivains comprennent ce qui s'est passé avant tout le monde. Ça, c'est des intuitions. Ils ont des intuitions que la police, pour des raisons de procédure, n'a pas forcément. Ce qui est assez réussi dans votre livre, me semble-t-il, c'est qu'il y a encore des questions que vous ne résolvez pas et sur lesquelles, au fond, le lecteur est forcément perplexe. Par exemple, il va se trouver que le juge va être remplacé. Oui. Et on se demande, mais pourquoi est-ce qu'il a été remplacé? Alors, bien sûr, sa successeur, c'est une femme, dit c'est tout à fait normal, il peut y avoir des juges qui, finalement, sont remplacés. C'est pas du tout normal. S'il a été remplacé, est-ce que c'est parce qu'il s'est trompé dans les analyses d'ADN? Est-ce que c'est parce que... on ne sait pas. Alors, on peut se poser la question, mais dans les affaires judiciaires, les juges d'instruction sont régulièrement remplacés. Oui. Dans l'affaire Grégory... C'est d'ailleurs souvent catastrophique. Mais... Dans l'affaire Grégory, il y a eu plusieurs juges d'instruction. Dans l'affaire Lucas Tronche, dont on parle beaucoup en ce moment... Mais c'est pas quand ils font une erreur ou une... Pas forcément. Non, pas forcément. Moi, j'ai cru que c'était une erreur, moi. C'est que c'était justement son erreur, que c'était l'ADN. Pour le livre, on ne va pas le dire. Voilà. Pour le livre, on ne va pas le dire, parce que la question se pose. On ne va pas tout raconter au lecteur. Mais sur certains dossiers, enquêtes, là, on a beaucoup parlé de l'affaire Lucas Tronche. Et c'est un nouveau juge d'instruction qui est arrivé, qui a relancé l'enquête. Voilà. Qui a fait des investigations qui n'ont pas été, faites jusque-là. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça traîne tellement, parce qu'entre l'enquête et ensuite la justice, c'est pour ça que parfois les affaires durent 3-4 ans. Oui. Peut-être, ça fait partie... Grégory, ça dure depuis 30 ans. Oui, voilà. Ça c'est... Mais là, ça a été un ratage monumental quand même. Et oui, il y a certaines enquêtes qui sont ratées. Alors, peut-être que dans mon livre... Il y a un ratage. On ne va pas le dire. Peut-être que dans mon livre... Il y a un ratage du juge. Il y a peut-être un ratage. Peut-être. Il y a peut-être... Il y a dans le détail. Il y a peut-être... C'est terrible de parler d'un Il y a peut-être des choses qui ont été mal faites, volontairement ou involontairement. Mais encore une fois, tout le monde est suspect. Hein, ça, quand le lecteur commence le livre, on se dit... Ça gêne parfois peut-être certains lecteurs en disant on aimerait bien savoir qui est innocent. Non, non voilà. C'est pas. Moi j'ai eu des livres comme ça où je ne savais pas moi-même qui était jusqu'à la dernière page. On me demandait qui est le coupable, je dis je sais pas, c'est pas grave, c'est pas grave. Oui. En fin de compte, il y a des lecteurs qui adorent ce principe, il y en a qui n'aiment pas, parce qu'ils ont envie de s'appuyer sur quelqu'un. Oui.
dont on est sûr de son innocence. Oui. Mais moi j'aime bien laisser, comme vous, des fins ouvertes. Ouais. Donc, j'aime bien ce... Et on ne l'a pas évoqué, mais dans votre livre, il y a un corbeau aussi. Alors, il y a un corbeau qui est... référence à la famille. Alors, il y a beaucoup... Dans ce livre, parce que, encore une fois, je m'inspire de un ou plusieurs faits divers. Dans ce livre, il y a plusieurs allusions à l'affaire Grégory, à l'affaire Madi. Voilà, donc je me nourris de faits divers qui existent. C'est ce que je fais aussi dans mes autres livres. Dans le prochain Soleil de sang qui sortira au mois d'octobre, je m'inspire de l'affaire du pont de Ligonnès. D'accord. Donc, même si je ne raconte pas le fait divers, comme le fait très bien mon camarade qui parlera tout à l'heure, je ne raconte pas tel ou tel fait divers, mais je m'en inspire pour écrire mes polars. Vous en inspirez, oui, c'est ça. Alors ce livre s'appelle La petite fille du phare, donc il est dû à Christophe Ferré et il est publié aux éditions Monpoche. Alors Agnès Michaud, bonsoir, vous êtes journaliste et vous avez été animatrice sur Canal+. Il y a longtemps, oui. Nulle part ailleurs, La Grande Famille, Bande à part. Bande à part, c'était une émission hebdomadaire qui parlait de cinéma et de cinéma d'auteur. Oui, c'est simple, les moins de 100 000 entrées France, comme on dit. Vous avez travaillé avec Stéphane Bern sur France Inter. Fou du roi. Oui. Et puis, vous êtes surtout devenue romancière, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, il y a eu Je les chasserai jusqu'au bout du monde, jusqu'à ce qu'ils crèvent, qui était l'histoire de Fritz Lang, qui avait quitté l'Allemagne. C'était une journée de Fritz Lang. Après un rendez-vous avec Goebbels. Voilà. Ensuite, il y a eu Zelda, il y a eu Le Témoin chez Flammarion, Les Sentiments chez Flammarion. Vous avez été en même temps traductrice, vous avez traduit Tatiana de René. Elle s'appelait Sarah, livre qui a eu un très très grand succès. Et puis vous avez publié À la recherche de Stanley Kubrick, Sur les traces de Terrence Malick. Ça c'était des documentaires, de cinéma. Oui, de cinéma, documentaire de cinéma. Et puis un livre chez Joël Losfeld qui s'appelle Roman Noir. Ça tombe bien. C'est pas pour ça que vous êtes là, mais là viennent de sortir 2 volumes, La fabrication des chiens. Alors, le premier volume, c'est 1889, et le deuxième volume, c'est 1899. Alors, je vais vous dire d'abord mon point de vue sur ces 2 volumes que j'ai lus avec grand plaisir. Merci. Parce que c'est remarquablement documenté, c'est très intéressant, c'est très riche. Et en fait, sur cette année 1889, en fait, vous suivez une réflexion sur le rapport qu'il peut y avoir entre des chiens et les hommes. Et bien évidemment... 1889 serait, selon vous, le moment où au fond, on s'est intéressé à la race des chiens et à fixer cette race. Et à partir de là, on a eu une réflexion, je dirais, crypto-raciste sur les chiens, qui a eu des conséquences considérables. Bien sûr. Et vous rapprochez cette réflexion, évidemment, de tout ce qui a été le racisme du XXe siècle. Et il y a un certain docteur Mengele. Non, il s'appelle pas Mengele. Mangel. Excusez. Mangel. Il s'appelle Joseph aussi. Joseph Mangel, qui, au fond, s'intéresse à la manière dont on peut éliminer les chiens non racés. Votre héros, lui... il a un chien qui n'est pas racé du tout. Parce qu'il l'a trouvé dans la rue. Ordinaire qu'il a trouvé dans la rue. Mégo. Et au fond, il va découvrir... il commence comme vague stagiaire au Figaro. Et il travaille au Figaro. Il va devenir ensuite photographe. Et ce qu'on peut... Du Figaro, photographe journaliste. Et lui, il a ce chien avec qui il accompagne. Et il va découvrir ce que c'est que les chiens de luxe. Les chiens racés. Et la femme qui va devenir la maîtresse de ce jeune homme, elle a un chien absolument formidablement racé. Elle a un King Charles de toute qualité. Avant de vous dire, je ne savais pas ce que c'était qu'un King Charles. Vous savez, cavalier King Charles, c'est voilà, très joli qui est chien, une sorte de petit épagnol en fait. Voilà. Et alors donc, il y a un rapport entre, bien sûr, ce qui arrive aux chiens et ce qui arrive aux hommes. Elle s'appelle Soyeuse. Je dirais que ce qui est le plus intéressant quand même dans le livre, c'est cette documentation et cette manière extraordinaire de nous faire vivre en 1889 et en 1899. C'est-à-dire que nous vivons totalement dans ces moments. Alors moi, je voudrais que vous me parliez de l'invention de Louis d'Aumale au milieu de tout ça. Je vais prendre un seul exemple peut-être. C'est la présence de ce Louis d'Aumale au procès Dreyfus. Et puis,
Méliès, par exemple, ça m'a beaucoup frappé parce que c'est dans le 2e volume. Méliès fait un film, ce que je ne savais pas, sur l'affaire Dreyfus. Je ne savais pas que Méliès avait fait un film sur l'affaire Dreyfus. En temps réel. Et vous savez qui il prend comme gardien de connaît prison, cette affaire, hein, comme gardien de prison pour montrer ce que Dreyfus est bien sûr. Il prend Louis d'Aumale. Bah oui, comme c'est le gardien privilège prison. de l'écrivain. Vous le saviez que c'était Louis Comme on d'Aumale. ne peut pas identifier ce pauvre gardien de prison sur ce très vieux film, je me suis dit, j'ai le droit, je me glisse, je mets mon héros. C'est l'interstice littéraire. Voilà, qui a un ami ouvrier qui quitte l'usine et les travaux difficiles pour se lancer dans le cinéma avec Monsieur Méliès en travaillant Magnifique comme hommage à décorateur. Méliès, qui le mérite quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Toute l'idée, j'allais dire, s'il n'y a pas tous les détails, s'il n'y a pas la vie comme elle était, il n'y a rien quand on fait ce genre de livre. Donc ça, c'est l'obligation, c'est beaucoup de travail, mais c'est un plaisir pour le lecteur et pour l'auteur aussi. On apprend beaucoup de choses quand on est auteur et qu'on fait ça. Mais malgré tout, c'est un vrai roman. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de personnages de fiction, même s'il y a beaucoup de personnages réels. Et c'est venu de 2 choses chez moi. C'est-à-dire que pour moi, alors le plus noir du roman noir, c'est vraiment le 19e siècle. Parce que le 19e siècle, dans son espèce d'enthousiasme fou de la science, de la technique et du progrès comme nouvelle idole, ça n'a pas très très bien marché. Il y a des choses formidables, mais c'est le siècle de toutes les noirceurs. C'est le siècle de toutes les ambiguïtés. Vous voyez bien dans le volume 1, à la fois il y a la science toute puissante, et puis alors on fait tourner les tables. C'est ça. À la fois la Cette science, époque ne sait plus où elle habite. Donc pour moi, et on en discutera, j'imagine, quand on parlera du roman noir, ce qui est noir à cette époque, c'est ce qui se passe dans l'âme des gens. Voilà. L'âme des gens est très bousculée par le 19e siècle. Tous les problèmes naissent là, colonisation, sur les femmes, le pétrole. Alors, il y a beaucoup de féminisme dans mon livre. Il y a Séverine, sur les femmes, parce que il y a le 19e Marguerite était Durand. vraiment un siècle noir pour la situation des femmes. Et ce qui est très frappant, donc puisque je file la métaphore, c'est-à-dire que toute l'idée de la trilogie, c'est que le héros se dit, mais trilogie, en fait, parce qu'il y aura un 3e volume. Il y aura un 3e volume l'année prochaine. Si je regarde bien ce que l'on fait aux chiens, je devrais pouvoir savoir ce que l'on va faire aux hommes. Et effectivement, au 19e siècle, alors je choisis 1889, pour moi c'est très symbolique, c'est-à-dire que l'exposition qui célèbre le centenaire de la Révolution, la Tour Eiffel, c'est la France lancée vers l'avenir, ce que sera aussi l'exposition de 1900, peut-être encore plus. Et je choisis de commencer le roman à la fermeture, donc très symboliquement, voilà. À la fermeture. Le premier roman commence sur la fermeture et le 2e roman sur l'ouverture de la 2e exposition. Oui, sur les grands travaux. Sur les grands travaux. Ça m'amusait beaucoup, comme on est un peu dans les grands travaux à Paris là, pour les Jeux Olympiques. Je trouvais ça assez marrant. Parce que c'est pareil, en fait. Tout est éventré, les gens râlent, bref. Et donc l'idée, c'est vraiment, effectivement, c'est une réalité historique. Au 19e siècle, c'est le grand siècle de la zootechnie. C'est-à-dire que ce progrès va aussi plier le vivant pour les besoins humains. Bon vouloir des Exactement. hommes, donc l'animal est utile à l'homme. D'où les expérimentations, la vivisection faite par Mangel. Pardonnez-moi, ça me fait penser au livre d'Élisabeth de Fontenay sur ce qu'on a fait aux animaux pendant la guerre, qui ressemble. Elle était venue ici dans cette émission pour en parler. Pour en parler. On a fait une émission sur cette J'arrive jamais à me thématique. souvenir d'un livre qui est vraiment d'une même qualité que le vôtre, sûrement. Et en fait, ça tombe à la même époque que les grandes théories eugénistes. Voilà. Et très très vite, l'humanité est très satisfaite d'avoir donné naissance à des chiens merveilleux. Les chiens qu'on connaît aujourd'hui. Parce que si vous voyez des photos antérieures à la moitié du 19e siècle, quand il y en a, ou des gravures, vous voyez que les chiens ont énormément changé. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a humanisé le chien. C'est-à-dire pour créer le nouveau chien de la bourgeoisie urbaine, c'est-à-dire le chien pas trop grand, qui n'est plus une machine à garder ou une machine à chasser, mais une machine à aimer, qui est le compagnon qui nous console des difficultés de la vie moderne, qui est plus fidèle que les enfants et les maris. On a fait tous ces petits chiens qu'on connaît aujourd'hui, mais très vite on s'est dit mais c'est formidable, et pourquoi on ne ferait pas ça avec les hommes ? C'est chouette quand même, ils sont beaux, on choisit la couleur, tout ça. Et très très vite, l'idée de la sélection humaine est une idée très sérieuse à cette époque. Et il y a même,
mon docteur Mengele, le clin d'œil à Mengele, bon, c'est pour l'avenir, mais en fait, il est construit à partir de deux grands scientifiques, Claude Bernard. Oui. On ignore souvent, mais Claude Bernard, sa femme l'a quitté parce qu'il vivisectionnait des chiens. Et qu'elle était membre de la SPA et qu'un jour elle a dit stop. Et qu'elle l'a quitté, ce qui a été un grand scandale. Ça devait être joyeux, et l'autre scientifique qui me sert à construire ce docteur Mengele, c'est Charles Richet, prix Nobel. Richet, alors, oui, voilà. Prix Nobel, il faut le dire, parce qu'il y a un prix Nobel, et qui au fond déjà été à l'origine de la sélection des races finalement. Alors, Richet, c'est vraiment un grand scientifique. Hein. Loin de moi l'idée de le juger, je ne le juge pas de toute façon. Bon, il y a plein de données, mais ce serait anachronique. Il va commettre un peu plus tardivement que mes volumes. Je crois que c'est juste avant la guerre, je crois que c'est en 1913, un livre qui s'appelle La sélection humaine, dont je vous conseille la lecture, parce qu'il faut savoir ce que les gens envisageaient. C'est un livre, vous le lisez, les bras vous en tombent. Ah bah oui, oui. C'est-à-dire que c'est des précurseurs du nazisme, alors. Bien évidemment. Disons que on a eu tout un courant scientifique, et alors ça apparaît très nettement dans son livre. Prêt, il y a eu tout un courant scientifique qui avait pour objectif de préparer déjà la sélection, bien sûr, ça n'arrive pas comme ça, un tel bouleversement. Dans le nazisme, il y a quand même une autre donnée. Oui, il y a une autre dimension. Qui va s'ajouter. Mais l'eugénisme, c'est toujours le cas de la science. À partir du moment où on sait fabriquer la vie, on peut peut-être choisir les critères de la vie. Couleur des yeux, que sais-je encore. Et surtout, ces scientifiques le voyaient comme un progrès. C'est-à-dire, Richet dit dans son livre, mais qu'il ne comprend même pas pourquoi on accepte que des enfants vivent sourds. Mais il faut les supprimer. Oui. Et que être heureux sur Terre, c'est être normal. Il ne faut pas qu'on croie quand même que ce livre est seulement une question sur cette question scientifique de la sélection, etc., et de l'histoire de la science. Parce qu'il y a autre chose, et moi, ce à quoi j'ai été le plus sensible, c'est cet aspect documentaire. Je vais prendre un exemple. Dans le deuxième volume, vous nous décrivez les urinoirs de la capitale, qui témoignent largement des états d'âme de la foule. Et en fait, ce qui est écrit dans ces urinoirs, c'est absolument incroyable. Et on comprend au fond ce que pense la majorité de la population quand on regarde ce qui est écrit. Oui, mon héros, pour savoir à peu près où on en est, va dans un urinoir et quand il voit vive Déroulette, vive Guérin... Vive Monraz, bon, il fait bon, ben, on en est là, donc. L'esprit du temps s'exprime dans les urinoirs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a souvent. Et ça continue. Hein. Il y a souvent, du point de vue de la documentation, des choses extrêmement intéressantes, aussi bien sur les couleurs, sur les quartiers de Paris. Oui, bien sûr. Et je trouve que cette description, ça suppose un travail absolument considérable. Et si vous voulez, le lecteur, on est reconnaissant parce qu'il a l'impression vraiment d'être projeté dans la ville de Paris, à une époque, 1889, 1899, qui n'est pas si lointaine. Qui résonne beaucoup. Par exemple, en 1899, dans le volume 2, on voit que la guerre est déclarée entre nécrophages et végétariens. Nécrophages ? C'est comme ça que les végétariens appelaient les mangeurs de viande. Et ce débat était un débat très important en 1899. Il est toujours actuel. Et il est toujours actuel. On a toujours l'impression d'avoir inventé l'eau chaude dans une époque, mais en fait, on s'aperçoit que ce sont de très vieux débats. Le féminisme. Dans le livre, mon héros connaît Marguerite Durand, connaît Séverine, qu'il rencontre au procès Dreyfus d'ailleurs. Et ce qui est très intéressant, et que moi j'ai découvert en faisant le livre, c'est que ce sont les femmes les premières qui se sont intéressées à la cause animale au 19e et qui ont fait vraiment grossir les rangs de la SPA. Pourquoi ? Parce qu'elles se sont absolument identifiées à la condition animale. C'était le moyen de porter leur voix. Hein. Exactement. Elles se sont dit, finalement, notre condition de vie, ou les pauvres chevaux qu'on fouette dans Paris, on est un peu... Exactement. Et ça, c'est vraiment très frappant. Mais effectivement, c'est aussi un vrai roman, parce que mon héros... Il traverse tout ça comme, j'allais dire, un héros un peu éternel et archétypal. C'est un peu comme moi. C'est juste un jeune homme qui un jour a quitté sa province pour monter à Paris et qui essaye de comprendre le monde dans lequel il vit. Voilà. Et ça, c'est pour ça que ça traverse largement. Et en même temps, il rencontre une femme qui est justement la femme d'un scientifique absolument fou. Oui. On peut dire un scientifique fou, ce professeur Mengele. Mengele. Sinon, ça fait encore trop transparent. Je ne comprends pas que je dis Mengele. C'est trop transparent. Bon, et donc, il est amoureux d'elle, cette Suzanne. Et en fait...
avec ces deux chiens, avec ce couple, on va au fond découvrir, je dirais, un décor qui n'est pas qu'un décor, qui est finalement, pour moi, le fond vraiment de ces deux volumes. En fait, c'est un livre qui est vraiment un millefeuille. C'est aussi un hommage, serait peut-être un bien grand mot, un peu pompeux, peut-être ça ne me convient pas très bien. Mais c'est aussi un livre sur la France, hein. Vraiment. Oui, bien sûr, voilà. bien sûr. C'est aussi le livre d'une femme française qui aime bien son pays, mais totalement raisonnablement, et qui a envie de comprendre d'où les choses viennent. Nos débats d'aujourd'hui, Oui. nos problèmes d'aujourd'hui. Dans le volume 2, quand tous les témoins de l'époque disent « cette affaire Dreyfus ne finira jamais », j'ai bien peur que ces gens aient eu raison. Mais ils ont eu totalement raison, bien sûr. Donc c'est quand même aussi... C'est foisonnant, connaître sur d'où le on plan vient, historique, c'est pas mal. Mais je vais prendre une autre anecdote qui m'a frappé. Le journal Le Matin, par exemple, raconte une tuerie opérée au Soudan par des officiers français contre leur chef et 11 autres soldats. Et ils étaient pourtant de bonne famille, écrivez-vous. Ce scandale. Je crois que Serge Moati avait fait un film sur cette affaire, l'affaire Voulet-Chanoine, qui est l'affaire la plus atroce. Alors là, il y aurait un vrai roman plus que noir, un truc à la Conrad, un Au cœur des ténèbres. Oui, c'est un Au cœur des ténèbres. C'est-à-dire que ces types qui ont pour mission de prendre le lac Tchad avant les Anglais, bon, c'est l'histoire de la colonisation africaine, on dit qu'ils sont atteints d'une nouvelle maladie qu'on appelle l'africanite, c'est-à-dire franchement il fait chaud, ils sont seuls, c'est dur, et donc ils pètent un câble, hein, comme on dirait aujourd'hui, et en traversant les villages, ils tuent les enfants, ils les pendent aux arbres, ils violent les femmes, ils brûlent les villages. Et il y a des types dans leur corps d'armée qui ne supportent plus ça, et qui font une lettre, et qui arrivent à parvenir jusqu'au ministère. Et là, on se dit, oula, là, il y a scandale à bord, et on essaye de les arrêter. Donc, on envoie un pauvre militaire, un lieutenant, Kolb, qu'ils assassinent. Donc, ils l'assassinent. Donc, on a vraiment un cas de rébellion coloniale. Le jugement porté, c'est une affaire folle. Et le jugement porté sur ces gens, c'est incroyable. Ce sont des anthropoïdes mal dégagés de l'animalité ancestrale. Oui. L'idée même qu'on puisse porter ce genre de jugement et que ça puisse se diffuser, c'est absolument incroyable. Sur l'armée. Oui. Mais alors, ce qui m'intéressait dans l'affaire Voulet-Chanoine aussi, en dehors de l'affaire elle-même, c'est qu'on a tendance à juger l'histoire très rapidement et se dire qu'au siècle des colonies, les Français trouvent ça tellement bien. Non, les gens ont été plus que choqués par l'affaire Voulet-Chanoine. Ils ont trouvé ça atroce. Et comme en plus, à cause de l'affaire Dreyfus, entre les Français et l'armée, il y avait comme un petit problème, ça n'a pas arrangé les choses. Qui était encore plus consommé. Bon, alors ces deux volumes qu'on vous recommande chaudement, c'est La fabrication des chiens, donc publié aux éditions Belfond, grâce à Agnès Michaud. Enguerrand Guépy, alors moi je vous ai découvert en 2010, je crois, si j'ai bonne mémoire, mais j'ai bonne mémoire. Sauf erreur, je ne me trompe jamais, comme disait Alexandre Vialat, histoire de rendre hommage à Vialat. À la parution d'un très beau roman intitulé L'Éclipse, paru aux éditions de l'Œuvre, qui portait sur les jours qui suivaient la résurrection du Christ. Très ambitieux et très, très beau livre. Et plus récemment, vous avez publié aux éditions du Rocher un roman remarqué, fort remarqué, Un fauve, qui relatait les derniers mois de la vie de Patrick Devers. Et avec votre dernier roman, donc paru il y a quelques mois, toujours au Rocher, Ceci n'est pas mon corps, voilà. Eh bien, vous abordez un domaine qui n'est pas tout à fait neuf, qui est celui du thriller, donc vous coulez dans ce domaine, mais est-ce que votre livre est vraiment un thriller ? En fait, l'histoire que vous racontez, et qui a vraiment défrayé, et même effrayé, si on peut faire ce jeu de la chronique, c'est une histoire qui s'est passée dans les années 90, et qui, on va en parler, hein, voilà, l'affaire Dandonneau, voilà, qui devient Dindonneau dans votre livre, avec l'ironie qui s'y est. Eh bien, alors est-ce que vraiment c'est un thriller ? Ou alors est-ce que c'est la relation romancée, ironique d'une histoire complexe, c'est le moins qu'on puisse dire, aux entrelacs multiples ? Comment avez-vous envisagé les choses ? Pour moi, bonjour d'abord, tout le monde. Non, moi je conçois vraiment ce livre comme un roman noir, et je pense que le
déclic pour moi, ce n'est pas tant l'affaire en elle-même, c'est pas le crime qui est horrible, qui m'avait intéressé quand j'en ai eu connaissance. J'ai été marqué par des croquis judiciaires en fait. On va peut-être rappeler brièvement justement l'affaire Dandonneau. Alors l'affaire Dandonneau, c'est une histoire d'escroquerie à l'assurance vie. En fait, c'est un assureur qui décide de faire croire qu'il est mort et de mettre un SDF qu'il va trouver dans la rue dans une voiture qu'il va faire brûler. Voilà. Je simplifie un peu la trame. Dans un faux accident de voiture. Dans un faux accident de voiture. Là, il va arriver à fédérer un certain nombre de complicités autour de ça, puisqu'ils seront 4 ou 5 à agir avec lui, à divers degrés. Ouais, ouais. Et donc, bon, ça, en soi, je trouvais que le crime était odieux, horrible et fascinant. Mais ce qui m'a poussé à aller plus en avant, c'est le mimétisme littéraire, puisqu'en fait, Yves Dandonneau va lire Assurance sur la mort de James M. Cain, va se reconnaître dans le personnage de Walter Neff, et va estimer que Walter Neff n'a pas réussi son coup, lui. Et que lui va le réussir. Et lui va réussir. Voilà. On est un peu comme dans des poupées russes. Oui. C'est-à-dire que, en fait, c'est un jeu de poupées russes, puisque finalement, la lecture devrait pousser l'auteur du crime à réussir son crime. Et pas du tout. Pas du tout. Sans divulgacher, on peut dire que ça sera un échec. Et moi, je dois vous dire que ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est la manière dont les choses s'organisent et chacun est victime, au fond, d'une situation d'exploitation pénible. Et celui qui va aider Dandonneau à faire son crime, il est tenu. Et c'est pour ça qu'il est forcé de le faire. Et chaque personnage qui intervient est tenu. Et on a l'impression comme ça qu'il y a une espèce de retenue sur chacun, pour des raisons qui se touchent à leur histoire personnelle ou à leur passé, et que tenus par leur passé, ils ont de grandes difficultés, au fond, à avoir quelque liberté que ce soit, et ils sont forcés de commettre le crime. Ils sont dans la spirale, en fait. Ils sont cette fameuse spirale criminelle qu'on voit souvent dans les faits divers, qui est souvent décrite par les enquêteurs, de gens qui n'arrivent pas à revenir en arrière. C'est-à-dire qu'ils ont des doutes, ils voient où ils vont, quand même, mais ils sont incapables de s'arrêter. Et ils ont peur en permanence, ils doutent de leur plan, ce qu'il va réussir, etc. Mais il y a quand même, c'est un peu aussi le bal des médiocres, on en parlait tout à l'heure chez Maud Tavachtik, c'était ça, mais là c'est un peu le bal des médiocres aussi. Et ce qui est intéressant dans ce livre, moi je trouve, c'est que vous traitez tout ça avec beaucoup d'ironie. Et par exemple, ce pauvre Joe, le taciturne, ce pauvre SDF qu'ils vont choisir, et en fait on va s'apercevoir que c'est un type étonnant, qui a été le plus jeune bachelier de France en 1962 ou 3, qui était intelligent, qui avait une vraie culture, qui lisait Shakespeare dans le texte. Alors ça, je sais pas, est-ce que c'est vrai ? Il avait une licence d'anglais, il avait fait des études de droit aussi, et en fait c'est quelqu'un qui a, comme on peut en voir beaucoup, qui a dévissé à un moment donné, suite à une histoire de couple malheureuse. Et donc c'est un passionné de Brassens. Tout à fait. Et en fait ils lui font miroiter le fait d'aller se rendre sur la tombe de Brassens à Sète. Et c'est comme ça qu'il embarque, ce pauvre type. Et sa chanson préférée sur l'Auvergnat. Et là, il se confie à des gens qu'il prend pour des Auvergnats, enfin l'Auvergnat de la chanson. Mais en même temps, le criminel pensera que, comme c'est un SDF, il n'a pas de famille. Voilà. Et en fait, finalement, il a de la famille. Voilà. Et il a forcément des gens qui vont s'inquiéter de sa disparition. En fait, pour faire le lien avec un peu le livre d'Agnès Michaud, c'est pourquoi Dandonneau et ses camarades y vont, c'est qu'ils sont quand même convaincus que celui qu'ils vont tuer n'est rien fait. C'est pour ça qu'ils y vont. C'est qu'ils arrivent à ce déni de dire que c'est quelqu'un qui n'a plus d'existence parce que c'est un SDF, personne ne va vouloir de lui, personne ne le réclamera. Et donc, parce qu'ils ont quand même au départ l'idée, ça c'est assez drôle, l'idée est de trouver un corps qui soit dans un cimetière, soit dans une morgue. Sauf que c'est presque plus compliqué en fait de voler un cadavre que de tuer. Donc, et donc ils vont arriver à ce constat que tuer quelqu'un qui n'a plus d'identité sociale, les auxiliaires du crime. Et tout ça se met en place petit à petit, ils en sont convaincus et ils y vont. Et comme toujours, malheureusement pour eux dans les histoires criminelles, c'est là où on est dans le bal des médiocres, c'est que la réalisation du crime, quand elle est pensée, est absolument géniale.
mais quand elle est réalisée, est complètement chaotique et ratée. Et finalement, oui, très... Donc, Il y a un grain de sable qui fait crédible. tout déraper. Voilà. Parce qu'il faut quand même bien se dire que Dandonneau il va lire Assurance sur la mort, mais il va vouloir faire le crime comme dans Le Facteur sonne toujours deux fois. Oui. Voilà. Autre donc il y a roman, vraiment James M. Cain. Donc il y a vraiment ouais. cette espèce de poids du roman noir américain sur cette affaire. Et donc finalement, ils vont réaliser le crime de façon grotesque. Un petit accident de rien du tout vont faire croire qu'il y a un court-circuit qui a généré l'incendie. Un petit rocher sur le bord de la route. Ça va quand même fonctionner, puisque au début, la police y croit quand même. Jusqu'à ce que les assureurs commencent à douter que quelqu'un ait pu mourir de cette façon après avoir contracté une assurance vie 2 mois avant. Voilà. Donc, et dès que l'enquêteur va être mandaté par la General Company, je crois, il va dire c'est absolument pas possible, pas de traces de frein, le seul endroit de l'eau la route où c'est quasiment impossible qu'il y ait un accident. La rocher. Voilà, donc tout ça va faire que très vite ils vont s'apercevoir qu'il y a anguille sous roche, ce qu'elle le dit. Est-ce qu'on peut dire que l'escroquerie à l'assurance, c'est quand même quelque chose de tellement banal que, bien évidemment, ils auraient dû penser que les enquêteurs allaient inévitablement se poser la question, non ? ça, oui. Oui, mais alors là, c'est toujours le mystère du crime, en fait. Le mystère du crime, le sentiment de la toute-puissance. La toute-puissance et de la préméditation, c'est-à-dire qu'on se dit qu'on va y arriver. Enfin, moi, je me suis projeté comme un personnage de Dandonneau. J'ai aussi mis un peu de moi. C'est-à-dire que je pense que quand on aura ce débat sur la question, est-ce que ce Dandonneau n'était pas, j'ai toujours envie d'ailleurs, n'est pas un écrivain raté. Nous avons pouvoir, nous, plus ou moins de vie ou de mort sur nos personnages. Oui. Mais ça s'arrête là. Personne va nous attaquer. Dans la vraie vie, c'est différent. Si on passe le cap, on est dans une autre catégorie. Et Dandonneau a quelque chose de ce personne, en ce sens, pour moi, il est fascinant, de quelqu'un qui s'est trompé de vocation. Voilà. Et d'ailleurs, il veut même changer de corps, puisqu'il a recours à la chirurgie esthétique, et ça c'est vrai, hein, dans la vraie histoire. Et en fait, là aussi, ça échoue, parce qu'il ressort, on le reconnaît, quoi. C'est toujours le même. On peut changer relativement sur certaines choses son visage, mais on ne peut pas fondamentalement changer son crâne. Voilà. Comme il veut faire croire qu'il est mort dans l'accident de voiture, évidemment, il est obligé de recourir à la chirurgie esthétique pour reparaître et essayer de toucher, ayant touché, parce qu'ils vont toucher l'argent. Combien ils touchent ? Parce que pour faire tout ça, il faut quand même... Aujourd'hui, c'était plus de 2 millions d'euros, je crois. Ah oui, quand même. Ça vaut peut-être le coup. Oh, c'était tentable. Ça se tente. Ça se tente quand même. Donc, s'il y a l'adoubement de Maud Tabachnik, alors... Oui, ça va. En fait, il avait contracté 8 assurances vie avec complémentaire par accident, et il y en a 5 qui ont payé. Ah oui. Des compagnies d'assurance, quand même. Ah, quand même. Eh oui, quand même. Donc, il n'était pas loin d'avoir réussi son coup. Écoutez, alors, ce qui pose quand même problème, c'est que, justement, c'est le nombre d'assurances vie qu'il a concocté. Oui. Parce que... j'imagine que le premier enquêteur venu va s'interroger sur cette question des assurances-vie. Quand il va constater qu'il y a 8 assurances-vie, il va se dire c'est pas possible, il y a un crime là-dedans. Oui, c'est ce qui s'est passé. Oui, justement. Est-ce qu'il n'en a pas fait trop, quoi ? C'est ça le problème. Oui. Il a été pris par son... C'est l'ubris, c'est la démesure. À un moment, on franchit tous les caps. Voilà. Tout à fait. C'est très drôle, ça me rappelle une grande... C'est très intéressant l'idée de prendre un SDF parce que ça ne manquera pas à la société. Oui, c'est ça. Et il y a une grande affaire au 19e siècle, justement, où le problème à cause de Darwin se pose de la struggle for life, la lutte pour la vie. Il y a une affaire très célèbre, il y a un des 2 noms qui m'échappe, c'est l'affaire Lebèze, je ne sais pas quoi. C'est 2 jeunes étudiants en médecine. L'un a tué sa logeuse. Et en fait, il y a une défense folle qui dit mais que de toute façon cette vieille logeuse pour la société ne sert à rien, alors que ce jeune brillant étudiant en médecine, il ne faut pas le condamner. Vous en parlez d'ailleurs. Oui, je lis, bien sûr. Et c'est marrant de voir que ce sont des choses qui... Et dans les procès, les misérables sont plus lourdement condamnés que les puissants. On le dit depuis des siècles, ça. Si on prend Crime et Châtiment, ça a un peu changé quand même. Raskolnikov, finalement, ce qui l'embête, c'est pas d'avoir tué la première l'usurière, mais d'avoir tué la sœur, je crois, qu'on considère comme innocente. C'est à ce moment-là qu'il va avoir sa culpabilité, mais le premier crime, il ne l'a pas, il me semble bien. Et d'ailleurs, dans le procès de cette époque du 19e, la question de Dostoïevski arrive. Bien sûr, Raskolnikov. Il n'y a qu'une seule façon de réussir un crime parfait, c'est quand il n'y a pas de mobile.
Oui, exact. Là, c'est quasi la certitude. Ah, vous êtes sûr? C'est le tueur à gages. Ça se réfléchit, ça. Le tueur à Non, gages. regardez, il y avait un jeune homme, C'était c'est difficile. aussi une histoire qui s'est passée il y a 20-30 ans, un jeune homme, un petit peu machin, qui passe à côté, une vraie histoire, il tue un passant à côté de lui. Et il n'aurait jamais été pris si son remords ne l'avait pas poussé à avouer à son père ou je sais pas quoi. C'est le seul moyen de réussir. Quel était l'intérêt pour lui de tuer quelqu'un qu'il ne connaissait pas? Mais parce qu'il y a un plaisir de tuer. Là, il y a Vous la ne pulsion. croyez pas Là, qu'avec c'était le la Covid, pulsion. il y a eu beaucoup de crimes parfaits, des héritages de mamies sur qui on crache Un allègrement petit éternuement non sympathique. Non, mais Je crois qu'il y a pas mal de crimes qui peuvent être assez parfaits. Puis il faut Ouais. aussi Pas Mais tant prendre... le que ça, plus je parfait, pense, c'est hein. La celui police sans n'enquête mobile. pas toujours pour des raisons de Vous moyens. passez à côté de quelqu'un, vous le tuez et vous continuez. Mais Comment vous c'est voulez vous retrouver? c'est le film Hitchcock, L'Inconnu de Express, de Thierry Ah oui. Patricia Smith, où on Oui. échange les Où on crimes, échange les ce qui fait meurtres. qu'il n'y a pas de mobile. L'échange Mais des ça, meurtres. c'est génial. Le crime par Ça, c'est erreur génial. aussi. On se trompe de cible. Oh, ça, c'est grave. Alors ça peut Ça, c'est arriver. grave. On se trompe Quand de on se cible, trompe, mais alors la ça, police ne comprend rien. Bah oui, là, pour le coup. Ça, oui. c'est ballot, alors. Ouais. Que vous recommencez. Ça a pu arriver, effectivement. Ça, c'est arrivé, ça, plusieurs fois. On va donner des mauvaises idées aux gens qui nous regardent, non? Oui, c'est quand même c'est un laboratoire effrayant. C'est arrivé dans mon quartier. Il y a quelqu'un qui a tué une personne Et pas et la en fait, bonne. il Par s'est erreur. trompé. Il a dit « Ah, je me suis trompé. Excusez-moi, est-ce que vous voulez bien me pardonner? Désolé, je me suis Mais donc, trompé, ça c'était veut pas elle dire- que je voulais tuer. » Ça veut dire On qu'il fait des voulait tâches. bien tuer quelqu'un d'autre, mais oui. pour quelle raison? Alors quel était le mobile, justement? Ah bah, c'était une vengeance Ah, c'est personnelle. une bonne raison, Alors, hein. il a été condamné à 22 ans de prison, je crois. Et il ne comprenait pas. Il dit, mais j'ai pas tué la bonne personne et je suis condamné à 22 ans de prison. Bah oui, mais vous avez tué quelqu'un. Il était logique, hein, il était logique. Il n'était pas très futé, je crois. Ça, visiblement, oui. Mais, et donc, si on peut élargir le propos, justement, donc, pour vous, justement, le thriller se définit par quoi? Après, là, il y a 4 livres très différents et d'autres qui sont vraiment à la marge, hein, notamment le vôtre, où vous parlez d'affaires criminelles, mais ce n'est pas à proprement parler. J'ai pratiqué une fois, j'ai sorti un livre qui s'appelait Oui, voilà, Roman roman noir. Oui. Donc, voilà, donc vous savez. Qui vous ressemble savez. un petit peu à Mais votre donc, livre, Maud. oui, À mais quoi moi, reconnaît-on un thriller? Qu'est-ce que vous C'est une diriez? chronique. Chronique. Je suis sûre que quand il y aura plus personne, quand on trouvera nos livres, on pourra savoir ce qui s'est passé à telle et telle Ouais. période. C'est une chronique de Chronique l'époque. De l'époque. Absolument. C'est vraiment, c'est ça, c'est un journal. Alors nous, on s'en sert pour faire un roman, pour exciter le chaland, mais c'est ça, en fin de compte. Parce qu'on ne parle pas de soi. On ne parle pas de soi. On met en scène la société et on met en scène, alors souvent, Voilà. souvent On met la la famille, pas toujours, mais souvent, la société à travers un crime. Mais quand on à met travers le crime, on découvre ce qu'est la société. Mais bien sûr, quand on met, si c'est un crime familial, ça indique ce que sont les familles. Voilà. C'est pareil que ce soit un microcosme C'est ou pour ça ou d'ailleurs un que les gens macrocosme. s'intéressent autant au polar. C'est parce Oui. que derrière le polar, Il y a il le monde. il y a le monde et donc eux-mêmes aussi. Voilà. C'est ce que ça. disait Simon. Hein. Il disait effectivement, c'est une manière de faire apparaître l'homme nu. Ouais. L'homme nu, dépouillé de ses Oui, oripeaux, les de facettes, au toutes moins les- de voilà. plusieurs Donc, facettes d'un personnage. C'est ça. puis, C'est une chronique. C'est cette chose qui nous fait peur presque instinctivement, comme quand on est enfant, je sais pas, la peur de la nuit, etc. C'est ce que Fritz Lang appelait l'instant qui nous échappe. L'instant qui nous échappe, où on va échafauder un plan qui est ridicule, qui ne peut pas marcher. C'est toujours ça qui étonne les gens quand ils écoutent ou regardent des faits divers. Il y a beaucoup d'émissions de faits divers. Mais c'est vraiment, dans la vie, parfois, il y a l'instant qui nous échappe paraît et lubrique, oui, ça ça- peut arriver Ou ce qu'on ne veut pas quasi faire. à n'importe qui. Ou ce qu'on ne veut, Ouais. ce qu'on ne veut pas faire ou ce qu'on a peur de subir. Oui. C'est là, on a peur, quand on regarde un fait divers, on se dit, Ça peut m'arriver. ça peut m'arriver, soit en tant que victime, soit en tant que coupable. Et souvent, c'est très bien ce que vous disiez, c'est totalement une manière de voir l'organisation sociale. en Ah fait. oui, tout à fait. C'est chacun Il y a de des nos crimes livres. de moi, la- il y a j'en des lis crimes beaucoup. du Chacun de lumpen nos livres prolétariat, il y est a un des pan de crimes notre Ah oui, de société. toutes les Absolument. strates. Vraiment Il y a un pan. toutes les strates. Vous, Et ça totalement se passe en d'accord. Bretagne, ça se Ouais. passe en Bretagne avec cet enfant enlevé et tout ce monde autour. Et je pense qu'on voit tous les personnages avec leur plus, leur moins. Vous, Agnès, alors c'est encore plus formidable, c'est parce que c'est une époque. On est presque des journalistes, je dirais, des journalistes, des reporters de notre monde. Peut-être.
Alors avec un petit côté noir. Avec quelque chose en plus, qui est quand même le fait qu'on suit une affaire très particulière. Oui, et que on dans cette suit affaire des très personnages. particulière, dans On suit des le personnages. roman noir, on a quand même des personnages. Oui, mais alors, vous disiez tout à l'heure une famille, ça peut être une famille, ça peut être un petit village. En fait, Oui. on a quand même un Oui. contexte relativement restreint. Alors, c'est vrai que dans le toujours, roman pas d'Agnès toujours. Michaud, Oui. on n'est plus restreint du tout, puisque votre héros, il est vraiment dans la société. Oui. C'est toute la société qu'on décrit à cette occasion. Oui, ça peut être dans des... En plus, on fait voyager nos lecteurs, puisque moi, je vais souvent, dans mes livres, à l'étranger, avec un travail sur le pays où je me trouve, et on apprend des choses. On apprend des choses. Et parfois le lecteur, moi ça me surprend, est plus intéressé par le décor du livre que par l'histoire Oui, parce que l'histoire, en elle-même. L'ambiance. Ça, Le l'ambiance. décor parfois fascine. Oui. Moi j'ai certains lecteurs qui me disent le décor m'a fasciné. Ben voilà, mais je parlais de cette géographie. Et franchement, À c'est la ce qu'on retient. Parce que quand les années passent, et que si on fait référence à votre livre, est-ce qu'on se souviendra de ce qui s'est passé concrètement et de qui est l'auteur du crime, ou est-ce qu'on se souviendra de la Bretagne, du phare, Voilà, c'est ça. et de l'atmosphère au bord de la Quand mer, on passera à Ploumanac, etc. on dira tiens. Oui, voilà, Et exactement. c'est pareil Exactement. pour un film de Fritz Lang, effectivement, Exactement. vous l'évoquez, ou de Hitchcock, c'est le climat. Oui, Le oui, climat oui. d'ensemble. Mais c'est les climats, nos livres, ce sont des climats. Voilà. C'est vieux comme la littérature. Oui, Bien sûr. c'est vraiment C'est des vieux climats. comme dans la période élisabéthaine, il y a toujours une conjonction entre le climat, le décor et l'âme. des Puis gens. le meurtre est tellement c'est- courant dans notre espèce que c'est pas ça qui va Shakespeare, nous c'est avant tout retenir. un climat. Hein, C'est pas ça qui va nous... C'est pas le meurtre, en fin de compte. On sait parfaitement de quoi on est capable. Et effectivement, ce que vous disiez, j'ai passé mon temps avec des types que j'aurais pas fréquentés. En Ben fait, voilà, hein, j'ai pas fréquenté. Ça, c'est aussi le plaisir, de- je crois, très ambigu quand on lit des romans noirs, c'est de se trouver à l'endroit où on est minable. C'est-à-dire l'appât du gain, Oui, la jalousie, la mesquinerie. je veux la... En fait, c'est partout où on répond pas aux 10 commandements. Ouais. Je convoiterai la femme de l'autre. Je dois pas tuer, je dois pas Exactement. Et en fait, ça, on sait que c'est mal. Et puis, y a une c'est ce qu'on disait fascination tout pour à le l'heure mal. quand Maud demandait, mais c'était combien le montant des assurances? Parce qu'on a tous un seuil Mais il y a un psychologique effet- avec Bien l'argent. sûr. Il y a donc Donc un effet cathartique. Il y a un effet Oui. cathartique qui nous ramène à la tragédie grecque. Et d'ailleurs, il y a un moment dans le roman d'Enguerrand Guépy, un moment, moi je trouve que c'est le plus beau. Il y a un moment où il fait usage de ce qu'on appelle en termes de rhétorique la prosopopée. Il fait une prosopopée, c'est-à-dire que le mort, ce pauvre Joe le taciturne, raconte sa vie. Voilà, péniblement, tout ce que t'es sa vie un peu minable, il faut le dire. Et c'est une prosopopée. Et on est là, dans cet élément cathartique qui remonte à la tragédie grecque, me semble-t-il. Est-ce qu'elle vous inspire, cette tragédie grecque ou... Ah bah il y a un côté cathartique quand on lit et quand on écrit un roman policier, évidemment. C'est-à-dire, Alors vous croyez... Alors je me suis posé la question. on voit des choses ou on crée des choses qu'on n'oserait pas faire soi-même, mais on les Maud crée. Tabachnik, elle oserait très bien faire comme Ah, c'est ouais, vous. voilà, vous m'avez compris. C'est évident. Elle oserait exactement faire ce que disent ces Vous me personnages. connaissez depuis longtemps, vous savez que... En les Mais créant, non, je vous lis, donc je sais que vous oseriez. en les créant, on évite de les faire. Moi, derrière tous mes personnages, il y a des gens que je connais. Alors, je ne mets pas leur vrai nom. Évidemment. Je change les noms à la fin. Mais je m'inspire toujours de personnages réels. Donc, Mais peu importe qu'on s'inspire de personnages réels ou fabriqués, c'est les mêmes. Ce sont les mêmes. Oui. Même ceux qu'on invente, c'est ceux qu'on trouve dans la vie. Parce qu'en fin de compte, on n'est pas si originaux que ça, les uns et les autres. Quand on regarde bien, oui, ça a déjà été souvent... Tout le monde a été trouvé. Mais est-ce que le problème n'est pas le rapport à la morale? C'est-à-dire un moment où on se dit, au fond, en écrivant ce livre, Je passe la frontière. Ouais. j'abandonne la morale et je peux me laisser aller à tout ce qui est... on transgresse. oui, je transgresse, dans un voilà, livre. je suis dans la transgression. Oui, c'est ça la catharsis. Et le Il y a lecteur certains a cette même lecteurs- impression, donc Oui, forcément. alors les lecteurs parfois s'en réjouissent, parfois s'en offusquent. Ça dépend, oui. On a Ça des dépend, surprises. Ils s'en Il y a réjouissent les plus deux. souvent qu'ils s'en offusquent. Comment? Ils s'en réjouissent plus souvent que s'en offusquent. Ouais, mais il y en a Mes livres les quelques-uns qui plus s'en noirs. offusquent en disant Mes c'est livres pas les plus bien. noirs, c'est ceux qui ont le mieux marché. Ben oui, les C'est plus- pas bien, les c'est pas bien de plus tuer durs. quelqu'un. Les plus durs, Bon, C'est vrai, d'accord, hein. on est d'accord là-dessus. J'ai des livres qui sont vraiment très, très, très durs. C'est ceux qui Bon, ont ça fait des dépend bestes. ça dépend des Alors, lecteurs. j'ai pas une grande estime pour...
Pour l'espèce. Pas le grand, non. Mais à vous lire, ça se sent un peu. Ça se sent un peu, oui. Il y a de la Mario en mot de tabachnik. D'ailleurs, il y a un personnage chez vous, Paul Caillard, un spécialiste des chiens et des races, justement, qui a introduit beaucoup de races en France, etc. Et qui dit « l'avenir est dans le chien ». Bon, et ça me fait penser à un mot de Nicolas Charlet que je soumets à votre réflexion, qui disait, au fond, ce qu'il y a de meilleur chez l'homme, c'est encore le chien. Donc, qu'est-ce que vous en pensez pour revenir? Parce qu'il y a des chiens chez vous aussi, Maud Tabachnik. Moi, il y a deux livres. Je suis très chien, moi. Hein, il y a le chien qui... J'ai dû être chien avant. Ouais, il y a deux titres avec des chiens dans son œuvre. C'est comme l'homme, il y a les adorables, il y a les Écoutez, il y a beaucoup plus d'adorables chez les chiens que chez l'homme. Peut-être. Beaucoup plus. Mais à la fois, ce qui est toujours intéressant, c'est quand même... Moi, par exemple, quand j'avais écrit Roman Noir, en fait, ma victime, c'était moi, quoi. C'est-à-dire que c'était l'histoire aussi d'une jeune écrivaine qui avait eu un peu de succès, puis qui en avait moins, et qui n'avait plus d'inspiration, et qui retourne dans un endroit où elle pense qu'elle va en trouver de l'inspiration, et qui, par un quiproquo, parce qu'elle est emmerdée dans l'avion par un voyageur qui lui dit beaucoup de bien d'une nana qui vend plein de livres, ça l'énerve, se fait passer pour cette personne, qui se trouve que c'est un écrivain, la Pynchon, la célèbre. Et donc, à l'aéroport, il y a un type avec une pancarte avec le nom. Alors, tout le monde ne sait pas qui est Pynchon, il faut le savoir. Ah oui, Thomas Pynchon, un écrivain qui ne se montre pas, comme Stanley Kubrick et tout ça. Les gens que j'aime bien, moi, les gens qui ne se montrent pas. Et donc, il y a le nom de cette femme, et elle va droit sur la pancarte. Et elle est prise dans le truc. Pourquoi? Parce que elle va dans ce taxi, puis dans la ville. Que vous avez écrit? Oui, chez Joël Losfeld, il y a 2 ans. C'est super, et en fait, là où j'aime bien, où tout dérape, moi j'aime bien qu'il y ait de l'étrangeté dans le noir. C'est quand elle arrive à la maison, elle se dit, fin de partie, quoi. Eh ben non. On lui ouvre la porte et on lui dit, bienvenue chez vous, mademoiselle. Et là, elle ne comprend pas. Voilà. Et tout le roman, c'est... Il y a une vraie intrigue, c'est une histoire d'éditeur un peu sombre, et de nègres. C'est l'usurpation, quoi. Elle est obligée de pratiquer l'usurpation, en fait. C'est l'usurpation. Voilà, ouais. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est vraiment... Moi, je pars toujours de moi. Je suis quand même une assez morale personne. Mais par exemple, mon personnage, tout d'un coup, se retrouvait riche. J'ai trouvé ça pas mal. et j'aime bien, moi, me bousculer, c'est-à-dire me mettre dans des positions où j'aurais un peu honte de moi, en fait, de renier des choses auxquelles je crois, de justice sociale et tout ça, et me dire quand même, la nana, elle est là dans la villa de l'autre, avec la piscine, elle trouve ça cool. Et en fait, mon personnage changeait et devenait assez infect. Oui. Et ça, moi, ça m'intéresse. Je trouve ça, pour moi, c'est le comble du noir. C'est-à-dire ce que vous décrivez de changer intérieurement, en fait. De partir du bien et d'aller vers le mal. Mais bien sûr, mais surtout d'abandonner ses convictions. Parce que la question d'abandonner les convictions, c'est qu'on a tous plus ou moins quand même quelques convictions. Quand on n'en a pas. Petit à petit, quand on écrit des personnages qui n'en ont pas et qui sont complètement hors morale, est-ce qu'on est gagné par ce hors moral? C'est ça la question. On ne change pas, non. Nous, les écrivains, si on est mauvais, si on a une mauvaise mentalité, on reste avec notre mauvaise mentalité. Non, mais je pense que les personnages, on les nourrit, même s'ils sont mauvais et horribles. Oui, on nourrit quelque chose. Après, c'est... Dans mon cas, si je mets Dindono, par exemple, au lieu de Dindono, c'est bien parce que je veux m'y mettre une distance, une ironie. Une distance ironique. Il y a quelque chose à un moment donné. Mais vous ne direz pas comme Flaubert que vous êtes Dindono. J'ai écrit La mémoire du bourreau. On écrit, on est toujours un peu son personnage. Si, un peu, je pense qu'il y a un côté comme ça. Mais c'est terrible de se mettre dans la tête. J'ai écrit La mémoire du bourreau, qui était dans la tête d'Aloïs Brunner, la première personne. On m'avait demandé, l'éditeur m'avait demandé quel est le criminel qui est le pire. Il y a un criminel de guerre, un criminel nazi, on ne peut pas faire mieux à l'époque. Bon. On fait mieux et on fait aussi bien. Mais à l'époque, c'était déjà ça. Et j'ai eu la bêtise de le mettre à la première personne. J'étais Aloïs Brunner. Ah oui. Vous ne pouvez pas savoir à quel étage j'étais. C'est pas confortable. Après, à la fin du livre. Il a très bien marché, c'est parce que les gens... parce que c'était vrai, en plus. C'était une histoire vraie, romancée, mais vraie. Mais c'était terrible. Alors que je me suis mise dans la tête de tueurs psychopathes, ça m'a pas trop gênée. Ah oui. Mais parce qu'Aloïs Brunner parce existe. que c'est plus abstrait, peut-être. Parce que c'est plus abstrait, parce que... C'est parce que j'en ai pas connu des tueurs psychopathes effrayants. J'en ai pas connu. Celui Aloïs Brunner, je connaissais son histoire, je sais ce qu'il avait fait.
Et ça a Dans le monde de été... l'édition, il a plein. Hein Non, Non, mais ce qui est terrible quand on écrit, je disais c'est plus abstrait, mais en vrai, quand on écrit, rien n'est abstrait. Oui, bien sûr. C'est pour Ça ça devient que très c'est concret. Et quand parfois on écrit peu sur un vrai qui a compliqué, quoi. existé, c'est plus Oui. difficile. On a quand même un peu de morale. Après, Moi, il peut j'ai y eu ça avoir sur une, Goebbels, c'était une pas agréable fascination. non plus, non. Alors, peut-être pas pour des personnages historiques, mais dans les personnages de fiction, il peut y avoir, de la part de l'auteur, une fascination pour le mal. Une fascination un peu, Ça, j'ai pas. Ambigu. Je déteste un le peu mal. ambiguë, oui. Je déteste le mal et Oui, mais j'écris que là-dessus. Ben oui, mais c'est sans doute pour Donc ça. il y a quand justement. même une fascination. J'ai aucune tendresse pour les criminels. Non, mais moi non plus. aucune. Oui. Moi non plus. Mais après, moi je me dis comment des gens peuvent faire des choses pareilles. Oui. Donc il y a, je ne sais pas si le terme fascination convient, mais il y a une espèce de... Non, c'est l'interrogation. Mais c'est quand même, Voilà, c'est quand même la plus grande question. Enfin, C'est la question du mal. Enfin. Pourquoi est-ce que Et- des gens font de pareilles choses? Moi, c'est une question que je me suis toujours posée. Alors, c'est une interrogation, c'est une fascination, je ne sais pas comment l'appeler, mais c'est pour ça qu'on écrit là-dessus aussi. Mais Et je pense savoir qu'on si peut- c'est de nature ou si c'est acquis. Mais je pense que quand on voit le Comment succès... des gens arrivent à faire ça? Moi Regardez qui- l'espèce moi qui de ferais pas de tortue mal à là, une qui a, mouche, je comprends pas. avec le procès actuel, là, le type qui a violé, qui a Ah tué, oui. que sa femme vient de tuer. Quand on nous raconte ce qu'il a fait, cet homme, toute sa vie à cette femme, on se demande comment qui c'est? Qui c'est? Quelle incarnation de qui il est? Oui, mais justement, là, il n'y a pas l'écriture. Et là, on est seulement en face d'un fait raconté oui. par l'actualité, et c'est pas tout à fait la même chose. Parce que je crois que ce qui est très significatif quand on écrit, c'est qu'on approche de la vie, et en conséquence, on met en scène quelqu'un, et on comprend qu'il y a un processus. Qu'il y a un processus qui, petit à petit, progressivement, Peut amener vous à- installe dans le peut crime. amener à- Vous installe dans le crime. Et que condamner, c'est facile. Comprendre sans excuser, c'est beaucoup plus difficile. c'est vrai. Et est-ce qu'il ne faut pas essayer de comprendre, justement, et finalement, est-ce que le boulot de l'auteur de roman noir, c'est pas de comprendre le processus qui conduit finalement au pire? Parfois, Je n'y arrive peut-être pas, moi. qu'il y a des endroits où on a nos limites aussi. Moi, je n'y arrive Non, pas. mais c'est vrai. Heureusement, C'est on a ça. nos limites. Bah, ça veut dire que, par exemple, si on traite de certains crimes qui sont des crimes de la réalité, qu'on transforme même par la littérature, il y a un endroit où on peut avoir une vraie limite. Certains crimes très atroces, même si on est l'auteur le plus consciencieux, le plus concentré, le plus empathique, on est toujours empathique avec ces personnages, même quand ce sont d'immondes Pas avec les salopards. méchants, moi. Ou, enfin, l'empathie, en tout cas, quand on veut comprendre, il y a un moment où on est un peu, on s'y intéresse, disons. Mais on peut avoir ses limites aussi. Et je pense que quand un auteur a sa limite, bah, tout simplement, il évite de traiter le sujet. Il va s'orienter vers d'autres types d'histoires. On peut le traiter différemment, le sujet. On peut le traiter... Bon, quand il y a, je ne sais pas, tout est horrible, mais J'ai il y a eu des grands méchants dans il y a mes des livres. raffinements. Maud Tabachnik, disons, vous dans vous le- êtes senti, par exemple, dans la peau d'Aloïse Brunner? Vous vous sentez bien, Aloïse Brunner? C'est vous? Non, j'étais effrayée. Mais c'est pour ça que ce livre a été très difficile à écrire. Eh oui. Je m'en étais pas rendu compte avant de prendre le contrat, de ce qu'on m'avait demandé. Et j'étais très mal. Et en même temps, je pensais ce qu'il pensait. Aloïse Brunner, montée du nazisme, un pauvre type, bon, qui se fait phagocyter par son père, par ceci, par cela, et qui se retrouve gardien de camp. Il a existé, Aloïse Brunner. Brunner, il a été caché par les Syriens jusqu'à sa mort. Oui, bien sûr. Et en même temps, l'histoire, c'est que son fils, qui vient le voir, veut lui faire... pas écrire sa vie, mais pour le donner au pays arabe, pour montrer ce que c'est qu'un... Mais très gentiment, plutôt pas pour effrayer les pays arabes, pour les contenter. Et son fils essaye de comprendre ce qu'a été son père. Mais il ne le juge pas, parce que à chaque fois, son père dit « Mais j'avais pas le choix, j'étais obligé C'est d'obéir. ce qu'ils ont tous dit. Hein. » C'est tout ce que... la responsabilité collective. C'est pour ça que le livre d'Anna Arendt a fait tellement de bruit, mais elle avait raison. La banalité du mal. C'est pas des malades mentaux. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Ce sont des gens. Mais là où C'est Antoine... ce que dit Primo Levi aussi. Mais bien sûr, ce ne sont pas faut des se malades méfier des mentaux. gens Ce ordinaires. sont des humains. Une fois qu'on aura compris ça,
Mais c'est pour ça que ce sont des humains, mais en même temps conduits par une série de faits qui progressivement les amènent. Seulement cette série de faits, la même série de faits sur vous, Monsieur Spire, ne prendrait pas. Oui, parce qu'on arrêterait avant. Parce que moi, j'arrêterais avant. Parce pourquoi vous arrêteriez avant? Parce que vous ne qu'après pourriez un pas. deuxième ou un troisième fait, je dirais c'est insupportable. Voilà, tandis que continue. Mais ce sont des gens comme nous. C'est pour ça que Oui. quand Là, on voit que les grands criminels sont traités de monstres, il y a là C'est une pas grande des ambiguïté. monstres. C'est pour les repousser à la périphérie, Oui, alors de que pas ce sont les- des de pas les êtres prendre humains. avec nous, de pas On a les prendre commencé avec par d'autres Hitler, espèces. Pol Pot, Mao, etc., qui Mais n'étaient pas c'est- des monstres. c'est pas des monstres. C'est pas Malheureusement, des monstres. j'allais dire presque malheureusement, c'était des êtres humains et qui à un moment ont franchi toutes les limites, quoi. Bah, Et c'est trop facile de se Ce qu'on appelle les sociopathes dédouaner en les traitant de qui n'ont monstres. pas de sens de la morale. Ils Ah n'ont oui, pas. vous parlez de Jack l'Éventreur dans votre livre. Oui, j'aimerais bien parler de Fritz Lang parce que c'est vrai que la fascination du mal, a priori, moi je ne connais pas beaucoup de suis pas collègues fascinée qui par le l'ont, mal. mais oui, pour moi, Fritz Lang, c'est quelqu'un qui a la fascination un peu de Aime le maudit, c'est prodigieux. du Oui, elle du le mal maudit. au sens plus ou moins anecdotique, parfois très haut, mais assez anecdotique. Par exemple, Fritz Lang, quand vous voyez une main qui tient un revolver dans les films de Fritz Lang, c'est toujours la sienne. Et il a une histoire personnelle très compliquée. Il avait un frère handicapé qu'il a détesté, que ses parents cachaient à la cave. Enfin bon, un truc horrible. Et lui aussi s'est très mal comporté avec ce frère. Il a une première femme qui est morte dans des conditions extrêmement douteuses. Il a même été accusé de l'avoir tuée. Ça s'est bien arrangé à cause de la Oufa qui voulait l'arranger. Donc c'est un être, justement, et c'est intéressant parce qu'il y a une œuvre qui a toujours été à la frange, comme ça, et dans une époque aussi. Bon, j'espère que ça n'est pas le cas pour la nôtre. Heureusement, l'histoire ne se répète jamais exactement. Mais où les romans noirs, les romans sur les grands criminels, les affaires criminelles, les films qui en étaient tirés, sonnaient quand même l'alarme que quelque chose de mal allait arriver en Allemagne. Quand il fait M le maudit, quand il fait le docteur Mabuse, Mabuse, tout bien sûr. est clair. oui, D'ailleurs, mais les faut- nazis interdisent oui, le bien testament sûr. du docteur Mabuse. Tout est préfiguré. Mais c'est Voilà. pas pour- mais remarquez que ça n'en- lui-même Mais est remarquez dans que ça cette ambivalence. En fait. ça ne fait pas, ça ne marche pas. Les gens ne s'en aperçoivent pas. Non. Les gens ne réagissent pas. C'est ça qui est Pas assez, en terrible. tout cas. C'est qu'on n'apprend pas d'une histoire sur l'autre. Ça dit on parlait de moralité, ça dit d'un état moral de la société malgré tout. Pardon? Ça dit quelque chose de l'état moral d'une Mais société. l'état moral de la société, il est comme ça depuis que les hommes se sont dressés sur leurs pattes arrière. C'est pas faux. Rien Et n'a il y a des vraiment petits- changé. Mais non, c'est pas sur le plan entièrement moral. vrai non plus. Il y a parce des que petits moments les d'exaspération, quand les même. génocides successifs qui sont intervenus au XXe siècle ont marqué quand même la conscience mondiale, Oui. au point que... On n'en empêche pas d'autres. Hein. Ben, si vous voulez, on en perpètre d'autres. Mais par exemple, prenez le génocide rwandais. Oui. Je pense qu'on a pris conscience de la gravité du génocide rwandais beaucoup plus vite que pour les autres génocides. Parce qu'il y a l'expérience de l'Arménie, parce qu'il y a eu Il y a la télé, l'expérience... il y a tout. hein. Oui, non, c'est vrai, il y a aussi les moyens de communication. Mais je veux dire par là que Communication. progressivement, quand même, il y a dans la conscience, aujourd'hui, par exemple, la question du bien et du mal est peut-être plus présente qu'elle n'a été depuis très longtemps. Mais elle ne change pas les C'est vrai. mentalités. Je ne sais, non, les mentalités, ça. non, bien sûr que non. Elle Mais- ne change pas nos façons d'agir. non, mais elle change la qualité de l'information et la manière dont l'information se saisit de Ouais. la réalité. Et quand on parlait tout à l'heure de la crédibilité Sujet des films de complexe, Fritz Lang, je pense que la crédibilité des films de Fritz Lang, c'était complexe et qu'aujourd'hui, quand quelqu'un annonce quelque chose en disant il y a un génocide qui se prépare, il y a quand même des gens qui commencent à tout de Parce suite que à le y croire. film de Fritz Lang Regardez- était avant le génocide. Oui, mais regardez par exemple le génocide rwandais. Si vous regardez ce qui s'est passé, au fond, Mitterrand laisse faire et contribue quasiment au génocide, Voilà. on peut le dire. Et puis, en fait, il y a quand même des militaires français Qui voient résistent. ce qu'il en est, qui résistent et qui ne laissent pas faire. Et je me demande s'ils résistent fort de la connaissance, de l'expérience de ce qui s'est passé dans l'histoire. C'est pas pour dire qu'il y a des progrès, mais pour dire Non, que mais quand je crois même, pas. quand Je crois même, pas. même, sûrement. Parce que même en 1933, il y a eu, même dans cette fameuse Wehrmacht, qui était aussi pourrie que le reste, il y a eu des résistances. Il y a toujours des résistances. Bah si. pas grand-chose, hein. Non. Pas grand-chose. Sans la D'une Wehrmacht, d'une pas manière grand-chose. sporadique, Ah, mais même, si, il y a même quand quand, même eu, même à la quand fin, ils brûlaient des ouais, villages, il y en a 44. qui étaient contre. Non, il y a eu pas mal d'attentats. Il y a eu pas mal Hein
Non, Après, ce que ça pointe pas le toujours sujet. et ce qui se voit Je bien ne dans pense le pas roman noir, qu'on progresse moralement. c'est Je pense l'idée pas. d'homme. C'est est-ce que l'idée d'homme est en danger ou pas? Quand l'idée d'homme est en danger, on sait que ça prépare jamais de bonnes choses. Et ça, Quand on s'intéresse aux faits divers et quand on les écrit, c'est aussi ça souvent qu'on va chercher. C'est-à-dire si on peut jeter contre des murs des bébés, oula, c'est que quand même, il y a un état, il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, c'est une période qui est suffisamment trouble pour qu'on puisse commettre un certain type de... Alors après, il y a deux Mais il y a sortes de crimes. Il y a les crimes collectifs Et- et puis les crimes individuels, les faits il y a divers. quand même les- l'idée- Mais même les crimes individuels, parfois, sont le reflet aussi d'une société. Et le collectif est ce qu'on aussi voit le avec reflet les de réseaux l'individuel. sociaux, par exemple, qu'on pointe beaucoup du doigt en ce moment, où la déshumanisation de l'autre, les réseaux sociaux, c'est les l'objectivation de graffitis l'autre. sur les pissotières. Enfin, on Vous en trouvez est là, que- c'est- vous trouvez c'est la qu'avec même l'affaire chose. Mila, il y a un progrès moral? Pas vraiment. Vous trouvez, vous trouvez Si vous vraiment voulez, que... l'affaire Mila, écoutez, Et l'affaire sur le Mila, plan du féminisme, l'affaire sûrement Mila, pas, en il y a tout quand cas. même un progrès considérable. C'est que finalement, on arrive assez vite à une situation où tout le monde sait qui est coupable. C'est les gosses qui ont fait ce... C'est pas des gosses, hein. Enfin, si, il y a des gosses parmi eux. Non, non, Les c'est pas des et gosses, les c'est des adultes, jeunes. Les C'est gosses, des les jeunes. adultes, C'est des etc. jeunes. Non, non, c'est pas des gosses. Non, C'est- ils ont été gosses, Bon, mais mais c'est- c'est ceux qui ont fait pression sur Mila, qui l'ont injurié, etc. Oui, Qui 100 l'ont 000. traîné dans la boue et qui l'ont forcé. Oui, d'accord, mais très vite aujourd'hui, Bon, on alors, sait, et alors on est 2 ans après. Et alors Et alors, Et alors quoi? Et alors, il y a un procès. Eh ben, il y a un procès, 6 mois avec sursis, ou 3 mois avec sursis, sur 13 lambda, sur 100 000. Et qu'est-ce que ça va changer pour elle? Pendant le procès, elle recevait des menaces de mort. Non, pour elle, je suis Il y a- d'accord. Pour elle, je suis Bah, d'accord. Mais pour les gens qui menacent sur les réseaux sociaux, ça peut peut-être les faire réfléchir. Parler, de mais rien penser du qu'ils- tout. Mais en Rien fait, du ce qui est quand même... Je pense que si les gens adorent lire les thrillers S'ils adorent le lire, et c'est les romans... que... Même si c'est pas toujours très conscient chez le lecteur, c'est quand même un décryptage de la société, Bien sûr. toujours. Mais Qu'on évidemment. soit dans le cas de l'enfant qui disparaît, des dominables qui, Les dominables qui réussissent ou qui, voilà, qui essayent de magouiller pour se faire une vie, quoi. Ouais, ouais. Et puis, pareil, d'un type aussi moralement assez minable, où là, c'est l'appât du gain qui... Bon, l'appât du gain, c'est un truc vieux comme le monde. Ah oui. Voilà. Mais ce décryptage, en fait, cette remise toujours dans un contexte qui change malgré tout. Hein. Notre société, elle a tellement changé en 20 ans. Voilà, que le roman noir, il est intéressant pour ça. Les gens s'y retrouvent, s'y font un peu peur et du coup se rassurent. Parce Moi, je que c'est crois que- toujours pire dans ce qu'ils Bien sûr. lisent Mais bien sûr, que dans leur bien vie. sûr. Donc, Mais je crois qu'on peut se poser la question de savoir ce que les gens cherchent dans le roman noir. Est-ce que ce qu'ils cherchent, Qu'est-ce qu'ils cherchent ils croient qu'ils cherchent qu'ils cherchent ce qui est passionnant, ils croient qu'ils cherchent ce qui est le Oui, crime, d'être excité par etc., la- d'excité Non, mais par ce qui se par passe. l'histoire. Et en fait, ce qu'ils trouvent, c'est l'atmosphère, et ce qu'ils trouvent, c'est la réflexion sur le monde d'aujourd'hui. Ouais. C'est pour ça qu'à mon avis, la littérature est Il y a- est il y a- très riche. Parce qu'au fond, L'humain aime le sang. Regardez un accident de voiture sur la route. ouais. Vous avez un embouteillage. tout le monde regarde. Encore plus quand il est découpé en rondelles. Et puis je crois On a quand même cette morbidité en nous. Hein. Bien sûr. Puis il y a une chose aussi qui est plutôt mignonne en fait, c'est que je trouve on est toujours les enfants à qui on a Tout à raconté fait. des contes de fées. Tout à fait. Et moi j'étais petite et on me les racontait des contes, ils trucs étaient et j'étais durs, hein. terrorisée, je disais ah, j'ai peur, j'adore. Et je crois que c'est ça, on a d'accord. peur, on adore et quand on est grand on lit plus moi, les il faut contes voir de des films grippe, d'horreur. mais on lit des thrillers, des romans noirs, des polars où il y a tout ce qu'on ne veut pas rencontrer dans sa vie, mais à la fin, mais pendant il y a- le il y a temps les de la enfants- lecture, oui, on les est enfants ont peur proche. du loup, mais ils Voilà. l'adorent. Et là, il y a la louve. C'est Souvent, très la louve ambivalent, dans votre C'est un livre. peu comme, vous savez, quand on a Restez une sûr. très très mauvaise note à l'école, et à l'époque où on n'avait pas pronote, hein, moi j'ai des enfants qui ont pronote, mais on sait tout très vite, mais à l'époque on devait cacher son carnet pour tenter de passer un bon week-end, mais qu'on était quand même obligé d'apporter. Et pendant près de tout un week-end, il y avait cette espèce d'angoisse, et quand Oui, est-ce que je vais oui, me montrer oui, oui. mon C'était zéro, pire. mes mauvaises C'était annotations. pire. Mais dans le criminel, un peu, il y a Ça, ça, c'est un peu il y a- d'ordre ou voilà, il y a d'ordre le fait plutôt, hein. de se dire de pas avoir l'excitation de ne pas se faire prendre et que je pense le lecteur aussi retrouve. Et c'est exactement comme Norman Bates Ah oui. voit cette voiture qu'il met dans le lac ou l'étang, dans Psychose, hein, Psychose, Hitchcock, ouais. et qu'au finalement on se dit, on sait, maintenant la voiture, si elle reste, eh ben, ça, il n'y a plus de film. On veut qu'elle rentre. On veut qu'il s'échappe du jugement, Oui, en fait. oui. Il y a cette fascination aussi chez C'est-à-dire le, que chez parfois, le on est lecteur, chez le criminel, qu'il échappe On est finalement. du côté le lecteur est du côté du criminel. Mais dans mes livres, c'est il- 9 fois il- sur il- 10 que le criminel Il ne s'échappe. l'admettra pas forcément, Pas de morale, mais pas de morale dans les livres.
Mais dans son inconscient, oui, il y a un petit peu côté comme ça. Il y a un Alors, côté révolte contre les Pour sociétés. revenir sur aussi, la morale, on évoquait Frisland, mais moi je trouve qu'il y a un truc. À la fin de M. le Maudit, il passe en jugement, et non pas le jugement de la société, mais le jugement de la pègre. La racaille. Et il est dans un cul de basse-fosse, là, dans la cave, et il est condamné, en fait, par des crapules, des ordures, des pourritures, etc., mais qui ont considéré que non, là, on était allé trop loin. C'est-à-dire que ce sont des criminels, et il n'y a pas de compassion à avoir pour eux, sauf que là, lui, il a tué des gamines. Et donc, il considère qu'il est allé trop loin. Alors, est-ce que ce n'est pas un sursaut de la morale, justement Moi, j'adore Fritz Lang parce que c'est pour moi un vrai être humain. Il a beaucoup d'ambiguïté. Oui. Il a beaucoup d'ironie. Pourquoi la pègre cherche ce fameux criminel? Parce que ça les empêche de travailler, il y a des flics partout. Non, d'accord. Donc il y a il flingue le business, en fait. Il flingue le business. Et après, effectivement... Mais quand même, quand on voit le procès... Quand on voit les rapports de censure qui ont été faits pour Goebbels et tout, les nazis se sont vus un peu représentés dans les crapules et les machins, n'ont pas bien aimé. Et il y avait ça aussi. Donc... il y a toujours plusieurs lectures chez Fritz Lang, c'est intéressant. Et puis, on connaît... Je sais bien qu'on parle toujours, et c'est ce qu'on fait là, de ces films allemands, mais enfin, il faut regarder ces films américains, ces films noirs, Le secret derrière la porte. C'est formidable. Magnifique. Même un mauvais Fritz-Lang reste un grand film. Donc ça fait comme Kubrick. Bien, on va s'arrêter là. Je voudrais recommander à nos téléspectateurs de lire les livres de nos invités. Alors, Maud Tabachnik est l'auteur de Jeux de dupes, donc, publié par City. Enguerrand Guépi, avec qui on a terminé, est l'auteur de Ceci n'est pas mon corps, aux éditions du Rocher. Christophe Ferré est l'auteur de La petite fille du phare, donc aux éditions Mon Poche, oui. Et Agnès Michaud est l'auteur de ces deux gros livres. Il y en aura même un troisième, 1889 et 1899. La fabrication des chiens. C'est gros, mais ça passe tout seul. Voilà. Et moi, je vous conseille maintenant de faire lire votre télévision et puis de vous dire que ça vaut le coup de lire un roman noir et d'essayer d'en trouver et ensuite de vous plonger dans ces romans noirs. Vous verrez, dès qu'on commence, on est pris et on est pris de telle façon qu'on est obligé d'aller au bout. Et on va au bout et ensuite on réfléchit, on a appris beaucoup de choses. Bonsoir.